Roule avec Driver, un dimanche de plus, mais un dimanche de trop. Comme on vous l'a annoncé, c'est un spécial La Clica. Et pour ce, j'ai un des membres originaux de La Clica. Roca est dans la maison. Boricua, Morena. Aïe. Big Pun. Tu vois, Quoi de neuf? On te reçoit latino. Tu vois. Grave, là. Big Pun, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez YouTube, mettez Big Punisher à écouter. Un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Grave. Techniquement, c'est un truc de ouf. Les Portoricains en force. Voilà. Donc, spécial La Clica, crew mythique, groupe mythique. Roca, t'en faisais partie. On va mettre la lumière surtout sur ce groupe, sur tout le parcours. Et je tenais à ce que tu sois là pour témoigner et surtout pour nous éclairer sur certaines choses. Comme moi, j'étais pas dans La Clica. Ok, tu veux les petites histoires. Voilà, moi je peux raconter les trucs qu'on connaît de loin, mais les petites anecdotes. Voilà, ce qui se passe à l'intérieur, c'est important. Qu'on ait un membre de La Clica et que ce soit toi. Donc, je vais pas poucave, hein. Non, les trucs qui sont racontables. T'inquiète pas, on n'est pas là non plus pour qu'il y ait des histoires. Rassurez-vous là, les gars. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, j'ai jamais poucave. Je vais pas gâcher les voilà, trucs. on reste clean. Alors, La Clica. Les toys à vos pupitres. Avec Rap Contact. Le morceau était trop chaud. Hors antenne, tu viens de me dire c'était la première prod de Gallegos. Des Gallegos. On appelait DJ Jelaï. Et c'est sa première prod. Et je crois qu'il avait fait avec. C'était MPC ou le. Non, c'était le sampleur Akai. C'était fait au sampleur Akai. C'était sa première prod et il l'a placé. Et direct, on a commencé à kicker. Ça, comme je te disais, c'était du one shot. C'était l'époque où on rappait en bande, sur bande. Hein. Les bandes, tu vois, c'était pas le Pro Tools où tu peux changer ta voix et encore moins l'autotune. Là, il fallait rapper pour de vrai. Et t'avais la pression, mon frère. Quand tu rappais chez La Clica, t'avais la pression parce que t'avais déjà tous les gars de la clique. Il y a du monde plus aussi. Les autres gars qui étaient énervés. Et tout le monde venait, toute la street venait t'écouter rapper. Et si jamais c'était pas bon, c'est pas bon. C'était pas bon. On te le disait. Mais c'est même pas ça. C'est qu'il fallait que tu fasses ça en une prise. Ça veut dire là, tu me prenais le micro. Il fallait que tu fasses une prise. Et de là, tu choisisses 3 autres. Mais il faut qu'elles soient impeccables. C'est ça. Il fallait que les gens ils hésitent entre la première ou la deuxième ou la troisième. Mais parce que tout était bien. Mais t'avais pas d'option. En plus, ça coûtait cher le studio. Et donc il fallait kicker vite. Et on était 9 à kicker ou 5 ou. Vous étiez nombreux dans le groupe. Mais ça c'est les prises en one shot. Donc comme on est sur OKLM Radio, juste dire que Gallegos, c'est le mec qui a fait la prod de Booba Radeville. Ah ok. Tu vois, c'est important pour resituer pour les gens qui sont un peu plus jeunes, qui se rendent compte de qui a fait quoi. Ok. Mais c'était surtout le gars de la section camouflage et mon premier DJ que j'ai eu officiel avant de faire partie de La Clica. On va parler de tout ça. Là justement, j'aimerais qu'on revienne au début vraiment de La Clica. Ok. Moi, la première fois que je t'entends, toi, Roca, t'es pas encore dans La Clica. Non. Tu t'appelles Mahesta. Mahesta, ouais. Imagine le nom. Voilà. Avec ça, j'aurais jamais percé. Et tu fais partie d'un groupe, je me rappelle plus du nom du groupe. Et ça, j'avais plusieurs, je sais pas. Mais je sais que tu rappais sur l'instru de Grandmaster Flash ou Ice Cube, un morceau qui s'appelait Les Paumés de la rue. Ah, Les Paumés de la rue. Tu te rappelles de ça? Ouais, un truc comme ça, ouais. Je me rappelle. Il y avait un nom de groupe, et je me rappelle J'avais plusieurs. Je sais pas si à cette époque c'était la Jazzco. Ou c'était. J'avais plusieurs noms de groupes. Mais c'était des groupes qui. Je crois que c'était ça. C'était les préludes. Mais après, je me suis retiré en solo et j'étais vraiment que avec Gallegos. Voilà. Moi, La Clica, en vérité, on disait la fourche. 18e, fourche Linzou. On disait tout ça, mais apparemment, vous n'êtes pas tous de la fourche. Non. Ça vient d'un peu partout. Ouais, de partout. Donc, comment. D'abord, si tu peux citer le nom de tous les gens qui étaient dans le groupe. Bon, il y en avait beaucoup. Et comment vous vous rencontrez? Le vrai concept de La Clica, c'est formé avec Brian, Funky Buana, J.R. Wing, quoi, le chimiste, Daddy Lordsy, et d'autres personnes qui faisaient partie du truc du lab, qui avait un magasin dans le 18 qui vendait des vinyles de malades et tous les vrais gars qui voulaient des exclus, ils allaient là-bas pécho les exclus. Et donc voilà. Et Gallegos, c'était mon DJ. Et moi, j'étais parti à New York. Je m'étais fait un petit peu de Zeyo sur Paris. J'étais jeune. C'était les années 90, début années 90. Et je me dis, avec ces Zeyo-là, au lieu de le claquer à faire n'importe quoi, je vais me payer un voyage à New York. Et je suis parti à New York genre 2 mois. Ah ouais, quand même. Tout seul à l'aventure. J'avais des amis de mes parents qui vivaient à New York. Donc, je suis arrivé chez eux. Et donc, j'étais dans une ambiance cool. Et j'ai découvert vraiment
J'avais déjà découvert le hip-hop, mais je veux dire, je suis vraiment rentré dans le délire de MC à mort à ce moment-là. Okay. Et je venais de monter un groupe avec Gallegos, on s'était séparés avec le groupe. Okay. Et donc Gallegos était un peu talé. Gallegos, il a commencé à mixer au lab. Le week-end, il mixait au lab. Et c'était mon DJ. Et Daddy Lorty était en train de préparer son album, son maxi, Les Jaloux. Et il cherchait un DJ. Et franchement, à cette époque-là, les DJ étaient plus dans d'autres délires. Et Gallegos, il avait un style crados de New York. Lui et moi, on avait coutume de travailler parce que nous, on était à fond dans New York. Et on était un peu les satellites en dehors de l'orbite, tu vois. Les gars bizarres. Gallegos, un rebeu, Zera, tatoué, avec une barbe baggy. Et les rebeux, ils étaient habillés en taquini ou Lacoste. Voilà, tu vois, le gars, il était habillé en b-boy. Tu vois, je veux dire, Cypress Hill, mettre une King Gold. Moi, j'étais bandana sur la tête, latinos, nanana. Je vois. Donc, moi, j'étais à New York et Gallegos, il n'y avait pas de mail à l'époque, les cocos. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'Instagram. Et le gars qui partait, il partait. Hein. Personne n'avait de nouvelles jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il appelle chez Tadarum. Je suis de retour, c'est tout. Vrai. Donc, moi, je partais à New York, c'était fini. J'étais plus au courant de rien. Et entre-temps, Gallegos, il était DJ de la boîte, du lab. Et il a posé des scratchs à gacha sur le maxi des Jaloux. Les scratchs de la fin. Et quand je reviens sur Paris, il me commente, il fait attends, j'ai rencontré des gars, ils sont calés, ils sont bien posés, tu vas kiffer, ils vont kiffer ton délire. En plus, moi, je revenais de New York avec v'là la peu ça, v'là le délire. J'étais frais. J'étais frais de ouf. J'avais des nouveaux textes, j'avais des nouveaux flows, j'arrêtais pas de rapper. Puisqu'on revient des États-Unis, on est motivé en général. Grave. Surtout quand t'étais dans le bain. Moi, j'étais pas touriste, j'étais dans le délire. Dans le hip-hop même. Voilà. Donc, j'arrive là-bas et Gallegos, il me présente Daddy. Et Chimiste et tout ça, je colle pas du tout avec Chimiste, avec Brian, ça colle pas du tout, mais avec Daddy, direct, on s'entend, on s'échange nos bips, c'était l'époque des beepers. Des beepers. On s'échange les beepers, et le lendemain, ou deux jours après, on se voit Daddy et moi, mais on commence déjà à écrire ensemble, à traîner à Gare du Nord, aller à la France D, aller Gare de Lyon, voir les gens, commencer à écrire, à traîner ensemble. Et on commence à inventer le délire l'Africain et le Latinos, l'Africain et le Colombien. Il a créé une ambiance de ouf. Et comme je faisais pas et eux, je savais qu'ils voulaient monter la Clica, ils m'invitent à une émission radio. Et j'arrive à l'émission radio et il y a toute une équipe de ouf, de rappeurs de ouf qui arrivent. Et c'était l'époque du coup d'état phonique. C'était Guégué et Go Size qui a été avec Kondo, Raphaël, Nino, Booba qui était danseur, Ali qui était danseur. Tous ces mecs-là qui traînaient autour de la clique. Et on se rencontre tous et on est une clique. Vas-y, laisse tomber, on est combien? Plus tous les gars qui étaient avec la clica, plus tous les gars qui étaient avec Daddy. Mais c'était un truc de fou. Donc, plus Lumumba, plus les DJ, plus la prod, plus les tapeurs, plus les casseurs de dents, plus les... une équipe de dingue. Et on commence à échanger, mais en radio, en live, comme ça. Et à un moment, c'était les 10 ans du hip-hop de la Zulu Nation. Et ça se fait, je crois qu'à la mairie du 14. À la mairie du 14. Je sais pas si tu étais là, Driver. J'étais pas là, mais je me rappelle. C'est les 10 ans du hip-hop de la Zulu Nation. Et la Clica monte. Je me rappelle. Et moi, je suis invité, mais je monte pas. Parce que je ne faisais pas partie de la Clica et je vois tout le monde qui monte, qui kick et tout. J'ai vu les photos. Parce que comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les vidéos. Et quand il termine le show, il fume tout le monde. Et moi, j'étais content, tu vois, parce que j'étais déjà avec Daddy, c'était mon gars. Et Gallegos qui mettait le son. Comment je vais pas être content. Et ils sortent de là et Daddy, il vient me voir avec Chimiste, il fait Chief. C'est bon, tu fais partie de la Clica. À partir de maintenant, tu fais partie de la Clica. Voilà. C'est nous. On va se voir. On a un studio là-bas. Et c'était dans le 18, à l'hôpital éphémère. Je me rappelle très bien. Donc, à l'hôpital éphémère, il y avait à côté, il y avait Teufa qui était avec les 2 balles de nègre. Il y avait toute une équipe. Il y avait toute une équipe. Donc, il y avait tous les Stara aussi qui étaient là-bas. Les sons de système et tout. Bien et sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouvait tous dans le 18e. Tous dans le 18e. Voilà, donc à la fin, on a dit vas-y, fourge Linzou. Comme on était à fond. La base. Voilà, fourge Linzou. On parlait déjà de Zou avant que tout le monde parle de Zou. Fourge Linzou, et on a commencé à kicker. Et puis c'est monté super vite parce qu'il y avait une énergie de ouf.
Ok. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. On a commencé à casser des bouches dans le micro. Voilà la vérité. Driver, toi-même, tu sais. les gens, ils venaient nous voir sur scène. Tout rétablir. Les gens, ils venaient nous voir pour voir si c'était vrai. Ouais. Qu'on freestylait, si c'était vrai, ce qu'ils disaient, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, t'as Instagram, à l'époque, fallait, tu prenais ton ticket de métro, ou t'allais gruger, ou tu sortais de ta cité, t'allais d'aller dans le coin. Là où ça se passe. Fallait passer toutes les bandes, toutes les gangs qui étaient là. À chaque grosse gare. Essayer de passer avec ta tenue bien. Et sans te faire dépouiller, c'est ça. T'arrivais à la soirée. Quand t'arrivais à la soirée, fallait pas te faire mettre à l'amende. Par d'autres équipes. Et ensuite pouvoir voir un show. Voilà. Qui pouvait terminer en couille aussi le show. Aussi. Voilà, donc c'était une autre ambiance. C'était l'époque où les mecs qui prenaient le micro, fallait pas trembler. Ouais. Tu vois, et imagine-moi, blanc, latinos, nanana, je prenais le micro avec que des stocks. Fallait être bon. Je pouvais pas rapper. Fallait que je casse des bouches. Et avec Daddy, on a commencé à casser des bouches. Et avec la Clica, après l'Union fait la force, au Gundamassal. Voilà. L'Union fait la force, on est arrivé et on a déstructuré tout le. Moi, la première fois que j'entends français. la Clica, le nom du groupe, c'est directement avec le maxi Les Jaloux. Mais truc de fou. Maintenant, moi, le truc que j'ai besoin de savoir, c'est que au moment où il enregistre Les Jaloux, vous êtes déjà tous derrière lui. Toi, t'es déjà dedans. Non, par rapport à ce que t'expliquais, c'est juste après. Là, Gallegos, ils montaient la clique, mais il n'y avait même pas Ego Size ni rien. Eux, ils avaient un concept de monter une clique. Il y avait des graffeurs, il y avait tous les BD qui étaient avec Daddy, tout ça, nanana. Daddy Lorty, il y avait Chimiste. Et Funky Buana. Et ça, c'est quand tout. Ça, c'est quand ils ont sorti le maxi. Et Gallegos qui pose les scratchs, c'est tout. Oh, mais ça, c'est ça, le temps qu'il y a eu entre l'enregistrement et le maxi. Même à la sortie du maxi, t'étais pas encore dans le groupe. Si, ça y est. C'est ça, ça y est. Mais et donc, dans le laps de temps de l'enregistrement à la sortie du maxi, ça y est, on faisait déjà partie de la clique. On vendait même les maxi, les vinyles, on les vendait dans les gares, on les vendait dans les écoles. Dans la rue et tout. Mais voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes un groupe, la Clica, et le premier disque, finalement, c'est un solo. Non, le premier album, c'est Conçu pour durer. Non, le premier disque, c'était Les Jaloux, ce que je veux dire. Le maxi. Les Jaloux, ouais, c'est un. Et c'est au nom de la Clica. Tu vois, mais c'était pas un concept qui était lancé. C'était un concept qui était lancé. Si c'était marqué Daddy Lorty à côté, mais c'était la Clica. Ouais, voilà. Tu vois. C'est là que je me suis dit. La Clica, c'était genre un truc mystique. Tu savais pas qui c'était. Voilà. Et donc du coup, quand on a donné le visage. Nous, on a donné le visage à la Clica. Ok. Les rappeurs, ils ont donné le visage à tous les graffeurs, à tous les gangs, à tous les gars qui étaient là. Ils ont donné comme un visage pour pouvoir cibler, parce que la Clica, c'était vague, on savait pas ce qui c'était. Okay. Et même quand on a sorti les maxi, les albums et tout, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'internet, les gars, ça n'existait pas. Donc le mec qui te connaissait, il te connaissait parce qu'il te connaissait de soirée ou te connaissait de la street. Moi par exemple, Daddy Lorty, quand Les Jaloux ça sort, moi je l'ai jamais vu, je le connais pas. Ouais. C'est là, j'entends sa voix, en fait, c'est tout. Et du coup, c'est mystérieux, tu vois. Après, il y a les fanzines qui commencent à sortir, tout ça, machin. On commence à voir sa tête. Mais les gens, ils voyaient pas ton visage, ils savaient pas qui c'était. Je me rappelle, même moi, ils disaient Roca, ça doit être un Renoir grand et tout. Jacques Desrona dans la cliquade. Donc, ils me voyaient, moi, ils me disaient c'est toi. C'est toi, Roca, bah oui. C'est pour ça qu'après, je pouvais pas. Moi, au micro, fallait que je sois un tueur. Fallait la sarbacane. C'est important ce que tu dis là. C'est quand même ce million de glandes du hip-hop à l'époque, il était très noir et un petit peu arabe aussi. Ouais, mais c'était surtout Africa. C'était Africa obligatoire parce que. Parce qu'aujourd'hui, il y avait Cut Killer. Aujourd'hui, on peut te prendre pour un fou par rapport à ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est très ouvert, très large. Non, à l'époque, ceux qui s'habillaient en baggy, ceux qui s'habillaient à l'américaine, il y avait des rapzas, bien sûr. Ils ont toujours fait partie du mouvement obligatoire, les graffeurs, même des gars dans les gangs, mais ceux qui rappaient en général, c'était tout le temps. À part c'était des duos tout le temps. Cool Chain et Joe Star. Solo et Squat. Assassin, Akhenaton et Shuriken. Il y avait Destroyman, il y avait EGM, il y avait plein de trucs. Mais c'était surtout des duos. Ok. Donc, dans les groupes. Quand c'était un groupe, c'était des duos. J'aimerais qu'on revienne sur et des initiales. Nous, on est arrivé avec un nom féminin, la Clica. C'est vrai, en plus. C'est vrai, tout le monde s'appelait quelque chose. Après, tout le monde s'est appelé là quelque chose. Tout le monde a commencé à s'appeler là quelque chose. Là, on est revenu aux initiales, là. Ce qui est fou. Mais bon, moi, et là, je suis en train de vous parler des années 93, 94. C'est bien de situer dans le temps. Ok, c'est bien de situer dans le temps. 94. Donc, pour revenir sur Les Jaloux, moi, quand j'entends Daddy Lorty sur Les Jaloux, on va écouter le morceau juste après. Je me dis, wow,
Cypress Hill, Funk Do Beast. Ah ouais? C'était les vibes qu'il y avait. Ouais, mais personne n'allait chercher ces mecs-là, en fait. Chez les Français, personne n'allait chercher de l'inspiration là-dedans. Et quand Parce que nous, on était des têtes cramées du hip-hop, on était des têtes cramées, on était les vrais, les têtes cramées. Nous, oui, il y a Public Enemy, oui, Rakim, oui, PMD, oui, tout ça. C'est important, ça. Mais nous, on était tellement dans le hip-hop, on se croyait pratiquement new-yorkais dans le délire, et on avait, même il y avait des maxi qu'on avait, que les new-yorkais, ils avaient pas. Ok. On les rendait fous. On les rendait fous. Quand les Quinry venaient, on les rendait fous. Moi, c'est ça. Si je te dis ça, c'est pas pour rien. C'est pour dire que tous les rappeurs, à un moment, ils sont new school. Ok. Et que cette période-là où vous arrivez, aux États-Unis, t'as Public Enemy, Run DMC, Eric B. Rakim, tous ces trucs-là, ils sont là, ils restent pendant longtemps. Ils restent. En France, on a NTM, Ministère Amer, IAM, Assassin. Ils sont là, ils restent. Et la Clica, après, il y a 2-3 autres groupes au même moment, mais la Clica, c'est la new school en vérité. Ouais, c'est la new school. Daddy vient avec ce truc de Funk Do Beast, tout ça, c'est new school à ce moment-là, aux États-Unis même. Et c'est important pour être new school d'arriver avec un nouveau son. Pas sonner comme les rappeurs français qui sont déjà là. D'ailleurs, mets-le là, je suis impatient que les gens écoutent ça. On va écouter ça tout de suite. Grave, les jaloux Daddy Lordsy, dédicace à tous les gangs de Paris. Daddy Lordsy, spécialement les Black Dragons, c'est tous les gars de l'ancien qui nous ont supportés, qui sont toujours là, et les gars qui sont toujours actifs. Ouais. Les jaloux. Là, maintenant, j'aimerais qu'on avance un peu dans le temps pour arriver jusqu'à Conçu pour durer. Ok. Donc, en gros, le nom de la Clica, il tourne parce que vous faites des concerts. Dans toutes les salles où tous les grands, ils veulent pas aller. Vous faites des freestyle radio. Tous les grands de l'industrie veulent pas aller, on faisait toutes les salles. Toutes les cités où vous voulez pas aller, nous on va. Moi, je me rappelle même un concert de Grave Diggers. On a fumé cette scène. Tu vois, qui était une déviante de Wu-Tang. C'était un deuxième groupe de Reza. Et je me rappelle, ils étaient sur scène. Vous avez fait la première partie, il me semble. Non, c'était tellement dingue que les gens ont cru qu'on faisait la première partie. Non, on était habillés tous en rouge. Je me rappelle. On était habillés tous en rouge dans le public. Ouais, on était tous en rouge. Avec nos trucs de gang là, la Clica. Une clique d'énervés. Et à un moment donné, on faisait tellement de bruit. C'est ça. Que Reza, il arrête le show. Et il dit attends, je vois une équipe de mecs tout en rouge là, c'est un gang, c'est qu'on fait. Ouais, la Clica, nique sa mère et tout, bah. Il fait. Il y a des rappeurs, ben ouais. C'était comme ça. Vous voulez monter? C'était comme ça à l'époque. Alors on va laisser que Prince Paul, il joue. Si vous êtes pas bon, vous giclez. Et il y avait des gars qui voulaient tester la Clica. Ils sont montés avant, ils se sont fait gicler. Il y en avait deux autres là. Je me rappelle plus qui ils étaient. Ils se sont fait gicler. Et à un moment, c'est à nous de rapper. Bon, on a allumé ça. Les gens ils pensaient que c'était nous la première partie. Ça. Alors on a pris le micro dans le show de dans le concert d'eux-mêmes. On est rentré, on a fumé. On a fumé, je me rappelle ce jour-là. Ce jour-là, il y avait Ali, il y avait Booba, il y avait toute l'équipe. Il y avait tout le monde. C'était la Clica au complet. Et c'est important de rappeler qu'à cette époque-là, il y avait souvent dès qu'il y avait des rappeurs qui étaient sur scène, à un moment donné, ils disaient est-ce qu'il y a des rappeurs dans la salle, et ça donnait le micro freestyle. Il y a des gens qui se retrouvaient ça donnait au micro freestyle, ou ça donnait la fessée du culotté, l'humiliation. Ça arrivait. Après ça, c'est ton problème. Il arrêtait le disque. Et ça, c'est ton problème. Et tu te retrouvais comme ça en acapella, comme un con, et toute la salle qui te regarde en silence. Et ça. Non, mais c'était bien. Fallait que tu changes de blase. C'était bien. Chirurgie esthétique. C'est fini. Ça, c'était le meilleur test, mon frère. Ah ouais, c'était fini. Si t'étais pas bon, tu le savais tout de suite. Ah, c'était fini. Il n'y avait pas d'Instagram, de Twitter. C'était pas bon. Sur scène direct, en live. Donc, et on faisait le concert, on fait le truc de Grave Diggers, je me rappelle. Et quelques mois après, on sort l'album Conçu pour durer. Voilà, moi je voulais qu'on en arrive là. Alors là, on va voir en fait tous les rappeurs de la Clica, ils vont être représentés, ils vont avoir des couplets, ils vont avoir des morceaux, même des solos parfois. On va entendre tous les rappeurs de la Clica. Ouais. Et avec leur identité musicale. Voilà. Et surtout le choix de la prod. Tu vois, Chimis qui faisait des prods de ouf avec la SP12. Il y avait très peu de gens qui utilisaient la SP12. Qui a fait Sarbacane? Sarbacane, chimiste, incroyable. SP12, le son sample, il est dingue. Le dingue et le de dingue. Et puis il y a Guégué qui fait aussi des prods. Lumumba qui fume. À cette époque-là, Lumumba, tout ce qu'il a fait, c'est impeccable. Avec la MPC. Lui, c'était la MPC 1060, non, la 1200. C'est quoi la MPC? Ouais, c'est la MPC 1200. Non, la MPC. Non, il y a la 3000. Non, la 2000, elle sort après, et 2000 XM, mais plus tard. Non, la première, c'est. Il y a la 60. Voilà, c'est celle-ci. Avant toutes les autres, il y a la 60. Voilà, c'est celle-ci qu'il avait. Elle avait un groove de fou. Et Chimis qui était avec sa SP12 de malade. J'aimais beaucoup. Et donc, c'était de la tuerie parce qu'imagine, on avait 4 producteurs. Il y avait Guégué.
il y avait Lumumba, il y avait Chimiste, et il y avait Gallegos. Et après, la section camouflage, Noy, Ace et tout. Donc, on avait une flopée de 7 producteurs. Et chaque rappeur allait voir les mecs dans leur machine, écrire et se poser. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Pro Tools, pas de trucs comme ça. Hein. La construction du beat, il fallait la faire directement sur la MPC ou sur la SP12. Ça veut dire que tu kickais. Et on faisait les mutes en direct pour que quand ce soit en live, quand on mettait sur la prise ou quand on allait en concert, parce qu'en concert on arrivait avec nos MPC. On balançait la MPC. Donc la MPC était déjà programmée sur le son. Donc elle était déjà structurée par rapport à notre texte. Donc chacun allait avoir un producteur, on créait des trucs de fou locaux. Donc conçu pour durer. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous sortez le truc? Tout niqué. Voilà. On savait que. Et on dit, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est moi qui ai trouvé le nom d'ailleurs, Conçu pour durer. Je fais, on l'appelle Conçu pour durer comme la pile. Et donc, vas-y, Conçu pour durer. Mais en vérité, avec le temps, c'est pas la Clica qui a été conçue pour durer, c'est la musique de la Clica qui est conçue pour durer. Parce que je réécoute. Parfois, je réécoute les morceaux à l'ancienne parce que je refais des concerts et quand j'arrive en France, les gens ils veulent que je rappe les classiques. Donc, je suis obligé de me les réécouter. Quoi. Et quand je les réécoute, même le niveau du mix. Et le contexte du texte, il fait que j'ai pas honte de le rapper aujourd'hui parce que c'est super actuel. C'est clair. C'est super actuel, mais grave actuel. Et je sais que quand on a sorti Conçu pour durer, on a retourné le rap français. Tout le monde, c'est clair. Tout le monde, même Ayam, ils ont refait leur album Micro d'argent. C'était un autre album, ils ont dû le refaire parce que je sais qu'ils écoutaient l'album en boucle et ils avaient la pression. Tu pouvais plus. À partir de Conçu pour durer, tout le monde le sait dans le rap français. Faut arrêter vos chichis. Tout le monde le savait. Ça a mis une pression parce que c'était une nouvelle école. C'était la new school. C'était une nouvelle école et une nouvelle manière de rapper, de mettre les rimes, de mettre le truc et on arrivait avec une fraîcheur. Et vraiment, moi, quand j'ai écouté le projet, je me suis dit, ok, ces mecs-là, ils sont à New York. Ils sont clairement aux États-Unis. Et il y avait ce truc. Mais ça sonnait parisien de malade. Et le jargon était trop parisien. Le texte, vous racontiez Paris, c'est clair et net. Mais tu sentais le titi parisien. L'état d'esprit, en tout cas, il était New York. On s'habillait en Avirex, Céline Hansen. C'est ça que je veux dire. Et c'est un compliment. Hein. C'est vraiment. Timberland, on était. Les gens, parfois, on arrivait dans des quartiers à Paris, dans des quartiers, des cités en banlieue. Et à l'époque, certaines banlieues, c'était la campagne, mon frère. C'était la campagne. T'avais des vaches. Tu voyais des vaches à côté de la cité. C'était vraiment. Et quand nous, on arrivait là-bas avec nos tenues et on débarquait en car et tout, les gens, ils pensaient qu'on était des quinries. Ils nous parlaient en anglais. les gars, ils nous parlaient en anglais. Non, je peux comprendre. Ils nous parlaient en anglais. T'imagines, on avait déjà les dents en or, les daddy avec ses coupes de ouf, les looks en Avirex, les baggy, les Timberland. On était à notre époque. Et on rappait un truc qui c'était street, c'était hip-hop et tu voulais de la street, tiens. Et tu voulais tester la street. C'était street quand même. Ouf. C'était pas Zoulou comme aujourd'hui ils disent le mot Zoulou. Ouais, je vois ce que tu vois ce que je veux dire. Nous, c'était un côté Kaira, je veux bien, mais toutefois avec du génie. Voilà, ça c'est la phrase de Daddy Lorty. Et c'était un peu le concept de la clique. Kaira, je veux bien, mais toutefois avec du génie. Très bien. On avait un truc en plus. Et moi, quand j'écoute Serbakan, je me dis, il rappe en espagnol aussi. C'est la première fois que nous on t'entend dire quelques mots en espagnol. Ah ouais. À ce moment-là, est-ce que tu imagines qu'à un moment donné, tu vas faire des morceaux en entier en espagnol? Ouais, j'ai toujours Déjà, su. Je l'ai toujours su. Surtout quand je suis allé la première fois, comme je suis allé à New York la première fois que j'ai rappé en espagnol là-bas. Je rappais pas en français. Ils comprenaient pas ce que je disais, les Portoricains et pour les Américains, c'était trop chelou voir un mec rapper en français. Donc pas prêt, je rappais en espagnol et donc quand je rappais en espagnol à New York, les Afro-Américains disaient Spanish. Latino, ok. Donc on précise que tu es d'origine colombienne. Colombienne, voilà. Donc moi j'ai toujours rappé en espagnol, même mon nom Majestad avant même de Roca. Roca c'est mon nom de famille. Donc ça a été simple de mon nom de rappeur. Changer tout ça. Donc j'ai toujours rappé en espagnol, mais tôt ou tard, je le sentais qu'il va. Par ça qu'après, je suis parti avec Tres Coronas et toi-même, tu sais ce que j'ai fait. Mais plus tard. On va en parler dans l'émission, t'inquiète pas, c'est prévu. Mais comme je te dis, c'était le concept. C'était la clique. La clique, ça veut dire quoi? Gang. En latinos, en jargon chicanos. Donc voilà, ça partait de là-dessus. Ceux qui ont vu Les Princes de la Ville, la Honda, la Nana, tous les trucs comme ça, ils savent d'où ça vient le mot la clique. Ok, donc là, voilà, dans le projet, on retrouve donc. Daddy Lorty, on te retrouve avec un morceau de ouf, toujours plus haut. Voilà.
Toujours à l'affiche, mon fétiche à pied de beach. Les bitches m'apprécient, me kiffent, pas que ce soit riche. L'usage de mon micro ne sert pas qu'à faire postiche. Je me fiche de ceux qui kiffent. Mon style. C'est fou, il avait des rimes de malade. Avec la musicalité en plus. Genre rien que là, quand tu le kicks, il y a des notes, mais c'est pas juste du rap, il y a des notes. Il était dingue, et ça, je te parle de 94. Il y a Coup d'état phonique. De ouf, avec un morceau de malade aussi. Raphaël, il est dessus ou pas? Raphaël, il est sur le morceau Conçu pour durer. Okay. Parce qu'à l'époque, il avait 14 piges, je crois, un truc comme ça. Je me souviens. Et il était, c'était le protégé de Guégué. Ouais. Comme l'était aussi Booba et tout ça, tu vois, c'était les petits qui traînaient avec Egosa. Egosa, il avait une flopée de... Ouais, je me souviens. Même, je vais même te dire une anecdote. Et le mec qui jouait les basses de temps en temps, c'était Oxmo Puccino. Je me rappelle qu'il jouait Oxmo Puccino, il jouait de la basse pour Guégué. Okay. Et on le voyait, j'étais allé à Suresnes et tu voyais, il y avait Oxmo Puccino, il rappait pas, il faisait les lignes de basse. Incroyable. Donc tu vois ce que je veux dire. Il y avait du beau monde et tout. Moi, le projet, je me souviens, depuis tout à l'heure on parle, mais il y a un truc qu'on n'a pas cité, c'est Arsenal. Arsenal, c'est Moi, je me souviens, c'est la fondation financière. C'est le début de l'indépendance, vraiment, en fait, dans le rap français. Assassin aussi l'avait. C'est vrai, on est obligé. Assassin l'avait. Assassin l'avait et Assassin, ils nous ont beaucoup aidés dans le niveau de l'autopod. C'est ça que j'allais dire. Eux, ils sont... Madj et Rockin' Squad et Solo. Ils sont plus âgés que vous à ce moment-là. Eux, ils nous ont beaucoup donc, ils ont aidés. une expérience et tout ça. Mais moi, je sais que vous, la Clica et moi, par exemple, on est de la même génération. Et moi, quand je vous vois en train de... Il y a Arsenal derrière, c'est un label indépendant. Je me dis, wow. Tu vois ce que je veux dire? C'est nouveau en vrai. Pour les gens de mon âge, c'est nouveau. C'était nouveau. C'était nouveau. C'était le. Bah, personne n'allait nous signer. Ok. Déjà, donc, on le savait. Vous étiez conscient dès le départ. Voilà. Et c'est pas du genre, personne va nous signer, on va arrêter le rap. Non. On va aller enfoncer les portes quand même, on va faire notre un peu comme ils font aujourd'hui le rap, tu vois. Ouais. C'est l'argent de la street qui est reversé à la musique. Et bah, c'était pareil. C'était un label indépendant. Donc voilà, vous avez sorti Conçu pour durer. On sort Conçu pour durer. En totale indépendance, c'est important. Voilà, et c'était Chimiste et Funky Buana et voilà, et qui était dessus. Et Daddy, je crois qu'il avait aussi ces trucs là-dedans. Et après, ça s'est structuré, c'est devenu un truc plus officiel. Ils sont signés avec. C'était Polydor à l'époque. Barclay, ouais. Non, Polydor avant. Et après Barclay. Ah ouais? Ouais, Polydor. La première sortie, Polydor, Barclay. Ok. Et après, Polydor, ça a été racheté par Universal. Ouais, je me souviens très bien. Mais le truc, c'est quand vous sortez ce projet-là, on est dans une époque où si tu fais un clip, c'est pour le mettre à la télé. Ah, c'était chaud. Et les clips, ça coûte super cher. Super cher. Pas aujourd'hui où tu peux avoir un 5D, c'était de la bande, c'était un 19. Ça coûtait très cher. Donc, il n'y a pas de clip en fait de ce projet. Ouais, c'était très difficile. Voilà, ça coûtait très cher. Et surtout, c'est pas comme aujourd'hui, tu peux faire un clip pour YouTube. Non. À l'époque, on n'a pas YouTube. Non, il n'y a pas. Donc, si tu fais un clip, tu as intérêt à ce qui passe à la télé parce que ça va te coûter très cher. Donc, nous, on a misé, comme on savait que notre rap était cramé par rapport aux médias, on a misé tout de suite sur les mixtapes et la production. C'est-à-dire sortir des maxis, sortir des compiles, sortir des trucs comme ça. On sortait des maxis tout le temps. Ouais. Donc il y avait tout le tour des maxis qui sortaient. Donc on a décidé plutôt par la musique que par l'image. Ouais. Parce que l'image, on n'allait pas passer en télé. C'est ça. Je me rappelle d'une émission qu'on a fait une fois à la télé, Conçu pour durer. Et il y a Jacques Martin. Jacques Martin. Vous êtes retrouvé chez Jacques Martin? Pas l'émission de Jacques Martin, une émission dans la nuit. Et il y avait Jacques Martin qui était invité. Ok. Et ils arrivent et on chante Tuer dans la rue. Qu'on va écouter juste après. Là. On chante Tuer dans la rue. Il ne veut pas être prêt, le pauvre. Et on arrive là la bande. On arrive là-bas. Et je me rappelle alors, le mec de la télé, il veut être sympa avec nous. Alors vous, c'est quoi nique ta mère, nique ton père? Non, c'est nique toi. après on commence à le chambrer le Lascar et on lui fait... on lui dit, bon, bah écoute, Coco, tu prends tous les meubles qu'il y a là, et tu les mets là derrière nous. Parce que nous, pendant qu'on rappe, tous les gars qui sont autour de nous, là, ils prennent des battes de baseball, ils cassent tout autour. C'est pour ça qu'on nous a invités sur le plateau télé, pour tout casser. Donc nous, on va rapper. Dit ça au régisseur. Okay. Donc nous, on va rapper et eux, ils vont tout casser. Et les gars commencent à baliser et tout. Il appelle la production et tout. On fait non. Tu vois ce que je veux dire? On s'est moqué de lui, on s'est foutu de sa gueule. On commence à rapper. Je me rappelle quand on a commencé à rapper tout dans la rue, il y avait des vieilles dames dans le public. Okay. Elles prennent leur sac en main. Elles s'étaient assemblées. Et nous, on était habillés en baggy 65. Tu l'as tué dans la rue pour une histoire de... Non, on savait que c'était tricard la télé pour nous. Donc on a misé
sur la prod, on a misé sur tout le travail, la musique, comme on a misé sur la musique parce que voilà, on n'avait pas à faire de clip, on le savait. Et justement, juste avant ça, tu viens de parler des mixtapes. Il y a une mixtape de Cut Killer qui était spéciale La Clica et qui a fait énormément de bruit dans le milieu. La rouge, là, avec le dessin de mode tout. Dédicace à tous les graffeurs de Paris. À tous les pionniers du graffiti. Je le dis souvent dans cette émission, à l'époque, il n'y avait pas énormément de disques. Et être sur une mixtape de Cut Killer, mais vraie mixtape, c'est-à-dire en cassette à l'époque, c'était aussi bien qu'être sur un disque, tellement ces mixtapes, elles tournaient. Elles tournaient de ouf. Puis c'était l'époque des Ghetto Blasters. Les mecs, ils avaient le radio cassette à 2 bandes. À 2 cassettes. Une qui enregistrait. L'autre qui tourne. Tu pouvais faire des copies. Ça tournait encore plus que ce qui était déjà pressé. Chacun avec ses copies. Il y avait toutes les Twingo et toutes les Golf GTI étaient munies d'un lecteur cassette. D'un lecteur cassette obligatoire. Ça paraît fou aujourd'hui, ce qu'on raconte, mais c'était comme ça à l'époque. Donc c'était important d'être sur les mixtapes de Cut Killer. C'était ouf. J'aimerais qu'on parle de toi, Roca. Ok, vas-y. Particulièrement Roca en solo. Ok. Parce que déjà, tu as fait Serbacane dans Conçu pour durer. Ouais. Il me semble que tu fais le hip-hop Mon Royaume dans le vrai hip-hop. Exact. Voilà. Donc, on a déjà 2 morceaux solo de toi. Il y a une demande du peuple, en vérité, sur un solo. Les gens commencent à se dire, ok, La Clica, il y a Daddy Lorty. Daddy Lorty avec le premier maxi, c'est clairement imposé. Mais les gens commencent à dire, il y a un autre mec dedans, c'est pas le Roca, il est très très chaud. Et avec ces 2 morceaux-là, en fait, les gens réclament un projet solo qui va arriver. Et moi, mon grand étonnement, c'est qu'il n'y a pas encore un album de La Clica. Non. Conçu pour durer, c'est un EP. Ouais, c'est un EP. Et le vrai hip-hop, c'est une compile de La Clica. Bien sûr. Donc comment ça s'est passé en fait? Comment tu t'es retrouvé devant finalement alors que le groupe n'avait toujours pas d'album? Moi, je devais être le dernier qui sortait l'album. Ok. Dans la structure de comment c'était moi le dernier. Mais il s'est passé que après la compilation Le Vrai Hip Hop, Ego Size, il a eu des embrouilles avec Arsenal, il y a eu un malentendu et malheureusement Ego Size est parti. Ok. Donc quand il est parti, Coup d'État Phonique, qui était un duo qui marchait de ouf. Ouais. Avec Kondo. Avec Kondo et tout. Et Kondo, il s'est retrouvé un peu déstructuré. Il fallait qu'il recrée une identité solo. Et parce que tous ces textes et tous ces trucs, c'était Coup d'État Phonique, c'était un duo. Bien sûr. Et un vrai duo, c'est-à-dire avec des vrais passe-passe, un vrai échange de personnalités. Avec Ego Size et Kondo. Tu vois, qui était un peu ce qui a été Lunatic, mais en plus perfectionné. C'est-à-dire Kondo, c'était le mec sage. Tu vois, et Ego Size c'était la teigne, tu vois, un peu comme voilà, un peu, et ils viennent de là, ils viennent de ça, donc tu vois, ça il y a un lien. Il y a un lien. Et inconsciemment, peut-être que c'est venu comme ça aussi, tu vois, ce que c'était ça. Et donc Kondo, il s'est retrouvé un peu seul. Daddy Lorty, c'est lui qui devait sortir son album, il rentre pro en boxe, parce qu'il faut savoir que Daddy Lorty était boxeur professionnel. Donc lui, il rentre pro. Et il commence à avoir des entraînements plus difficiles et tout. Et moi, j'ai un morceau qui s'appelle le hip-hop Mon Royaume qui commence à tourner sur Radio Nova. C'est la première fois vraiment qu'il y a un morceau qui rentre en playlist, qui est playlisté sur Radio Nova. Et dédicace à DJ Clyde. C'est le premier DJ qui a mis ma musique sur Radio Nova. DJ Clyde. Big dédicace à mon frère. DJ Clyde. Et Clyde, il met, rappelez-vous, les cassettes hypnotiques et tout ça. C'est lui. Première mixtape. DJ d'Assassin et tout. Un vrai gars. C'est le premier mec DJ à avoir fait des mixtapes. Le premier avant Cut Killer. Et donc, Clyde, il met ma musique. Et je rentre en playlist sur Nova. Et donc, du coup, Kondo, là, Raphaël, il est encore trop jeune. Daddy rentre pro. Les gens, ils me regardent, ils font Chief, tu crois que tu peux faire un album en un mois? Parce qu'il venait de signer. Le label venait de signer avec Universal. Pas Universal, Polygram. Polygram, ouais, Polydor ou Polygram. Polygram. Polydor, c'était un label de Polygram. Ok, ouais, je me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'est ça. Et il me faut Chief, tu crois que tu peux faire un album en un mois? Mixer, masteriser, tout. Je fais ouais, vas-y. Et on m'enferme en studio avec Lumumba, avec Gallegos, avec Chimiste. Avec Daddy, avec Kondo, avec Rafton et avec tous les gars qui étaient autour de La Clica. Et on boucle un album entre deux mondes en quelques semaines. 2 semaines, je pense, parce qu'après c'était la partie du mix et la partie donc, t'es en train de me dire que cet album-là... il s'est fait... j'avais déjà... Chaque groupe de La Clica, chaque solo avait des maquettes. Moi j'avais maquetté des titres, mais c'était pas... Il n'y avait aucune structure.
C'était, tu vois, et on me dit, voilà, il faut que tu fasses un album vite. Et on a fait l'album et je crois que je me suis enfermé. On dormait dans le studio, dans le 18. Et j'ai booké l'album en 2 semaines. En une semaine, presque, ouais, en 2 semaines, 15 jours. Ok. Il fallait booker tout. Tout. Et il y avait Daddy, il y avait tout le monde qui était là. Ils écrivaient leurs couplets, leurs trucs. Parce que j'avais il y avait un featuring avec chacun. Avec Kondo, c'était mot pour mot. Avec La Clica, c'était Rap Contact 2. Ouais. Avec Complètement Dingue d'ailleurs, avec une boucle de ouf. Piano, avec Raphaël, c'était Sous un grand ciel gris. J'adore ce morceau. Avec Daddy Lorty, c'était En dehors des lois. Et donc tu vois, c'était un truc de fou. Ok. C'était un truc de fou. Donc on s'est enfermé dans le studio et on boucle l'album Entre deux mondes. Voilà. Et je pensais pas du tout que la chanson Les Jeunes de l'Univers allait marcher. On misait pas du tout sur ce single-là. Pour nous, le single. Vous samplez Michel Berger. Ouais, mais pour nous, le single, c'était Entre deux mondes. Ah ouais, je vis là où le bien et le mal se surplombent. Là où C'était celui-là. C'était celui-là le single. Donc en gros, qui choisit Les Jeunes de l'Univers? Non, il passe direct à la radio. Non, personne ne le choisit. À un moment donné, il y a Skyrock qui mettait du rock à l'époque. Ils mettaient pas de rap. Ils ont testé avec nous. Ils ont testé. Ils ont pris cette chanson-là avec le son de Michel Berger. Ils l'ont mis sur Skyrock et bah, ça a pris direct. Voilà, mais en vérité, on pensait pas du tout. Et le morceau, il tournait déjà en radio et il fallait faire le clip. Donc on l'a clippé avec Armen et Xavier Denot. Okay. Big up à eux. Big up à eux. Et Realize, il s'appelait à l'époque. Realize. Et donc on boucle un clip de ouf. Et c'est le premier clip, vraiment, pour moi, c'est un clip de La Clica. Même si c'est Roca, c'est un clip de La Clica. Quand tu me dis ça, je repense en fait à ce passage dans Hit Machine. Tu te rappelles? Hit Machine, ça me dit quelque chose. Charlie et Lulu, ils avaient une émission sur M6. Charlie et Lulu. Sur Hit Machine, qui jouait le classement, le top 50 en gros, et ils recevaient des artistes. Ouais. Et ce jour-là, t'étais venu pour jouer Les Jeunes de l'Univers et t'as ramené tous les autres membres de La Clica. Ils ont tous fait un couplet. Ah, dessus, je me rappelle. Ça m'avait marqué, je me disais, parce que moi, je me disais, il n'y a toujours pas d'album de La Clica. Roca, elle est devant et tout, mais j'avais peur que les gens oublient les autres. Je suis trop latino. Et quand j'ai vu que t'as fait ça, je suis trop colombien dans mes veines. Moi, j'ai toujours appuyé tout le monde. Moi, j'ai toujours. Je faisais pas partie de La Clica. Ouais, mais moi, j'ai toujours appuyé ça parce que je trouvais que à la base, c'était La Clica. Et moi, j'étais un des membres de La Clica. Et à l'époque, on n'avait pas assez d'ego là pour croire qu'on pouvait faire. Moi, c'est Roca de La Clica. Après, Daddy va sortir son album, l'autre il va sortir son album. Donc, on va s'épauler et chacun après va faire ses trucs dans les autres albums des autres, comme les Wu-Tang. Ouais. C'était l'exemple même qu'on avait, c'était Wu-Tang. C'est clair. Et donc voilà, c'était obligatoire. En tout cas, de les voir faire des couplets. Et tout le monde mangeait. Tout le monde mangeait sur le même assiette, dans la même assiette. Non, ça c'était magique. Cet album-là, il a connu quand même un succès. Il a vendu double disque d'or. À l'époque, c'est plus de 200 000 albums. Ah bah voilà, tu vois. Aujourd'hui, 200 000 albums, un rappeur, je crois qu'il. Double platine. Double platine, t'imagines? Ça a changé. Et c'était vendu en cassette, en vinyle et en CD. Ouais. C'était pas de truc là de les streaming. Ouais, c'était on a vendu beaucoup d'albums avec ce truc là. Il y avait eu un autre single, c'était La Fama. La Fama, j'ai sorti le single de La Fama, il y a eu il était bien ce single. Et le single de Les Jeunes de l'Univers. Ouais, voilà. Et derrière, tu as fait toute une carrière que tu continues encore. Tu as sorti plusieurs albums. Ouais. Moi, je me rappelle, je crois que c'était ton deuxième album. Élévation. Bête d'album d'ailleurs. Où t'es revenu musclé. Ouais. Ah, mais j'étais à fond dans le sport. C'est ça, j'ai vu ça. Et c'est dans cet album-là qu'il y a le clip où on te voit en live en Colombie, où tu lâches des pas de salsa à la fin. C'est cet album-là ou celui-là? Ouais, c'est celui-là, Élévation, où il y a l'original. Voilà. Le premier morceau que je fais vraiment tout en espagnol. C'est ça. Un tout en français et un tout en espagnol. Il y avait 2 versions et finalement. Ouais, j'ai fait les 2 clips. Et c'est ce clip-là et cette chanson-là qui m'a ouvert des portes aux États-Unis et en Amérique latine. Que j'ai commencé à partir là-bas et c'est là que je suis parti là-bas. On va parler de ça après. Mais voilà, en tout cas, tu as plusieurs albums. Tu en as sorti un récemment qui existe en 2 versions. Une en français et une en espagnol. Ouais. Maintenant, je suis obligé de sortir tout ça parce que j'ai un public français de base qui veut écouter mes trucs en français. Et moi, j'adore Kiki en français encore. Okay. Et j'ai un public que je peux pas du tout retourner parce que c'est celui qui m'a redonné ma deuxième jeunesse.
Ok. Et c'est le public qui est latinos. Ok. Parce que moi, quand ici, ils essayaient de me dire que j'étais que j'étais old school, et ben en Amérique latine, j'étais la new school. C'est dingue, c'est beau ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, maman, J'étais la new school parce que ce que j'ai fait avec la Clica, et je l'ai refait avec Tres Coronas à New York, aux États-Unis et en Amérique latine. J'ai refait la même chose. On a restructuré on a fait le même délire. Ok. J'ai fait le même délire, mais plus abouti. Et hors antenne, en arrivant, tu me disais que là, tu étais sur le mix de ton nouvel album. Tu as un album qui va arriver. Ouais, voilà, un nouvel album qui arrive. Tu as déjà le titre ou pas? Ouais. Ça va. Vous allez rien comprendre. Ça s'appelle Cimarrón. Ce qui veut dire? C'est un peu la traduction de nègre marron, si tu veux. Ok. C'est les gens qui... Les esclaves en Amérique latine qui s'échappaient des plantations. Ok. Et qui tuaient leurs maîtres, se rebellaient et formaient une armée de guerriers indomptables. Okay. Et il y a des villages Cimarrón en Colombie, et à quelques kilomètres de la côte Caraïbe, qui ont été isolés pendant 300 ans, et qui parlent encore des langues indigènes et bantoues d'origine africaine. J'ai eu la chance d'aller en Colombie, et à un moment j'étais à Carthagène. Ah bah t'as vu là-bas. Et j'ai été dans les îles tout au large, et dès que je suis arrivé, il y avait des Renois. Dès que je suis arrivé, ils m'ont dit, toi t'es un Africain. J'étais là, oui, oui, comment? Et ils savent. Et les mecs, ils m'ont dit, bon, assis-toi. Et ils ont commencé à me demander quelle est la capitale de tel pays. Quelle est la capitale? Ils savaient tout. Sauf que ici, nous, on connaît les capitales des pays africains dont il y a une immigration ici. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé avec des Colombiens qui me demandaient, c'est quoi la capitale du Botswana? Ah oui, ça. Je dis, mais je sais pas, moi. Il m'a dit, t'es sûr que t'es africain? Et ils te sortent des classiques de musique africaine, parce que tu as vu que là-bas, ils écoutent de la musique africaine, du très puissant hockey jazz à taboulé, Moi, ils connaissent tous les classiques de la musique africaine. Quand je suis arrivé à Carthagène, ils m'ont dit, ici, ils écoutent de la musique africaine, ils écoutent du souk. Moi, quand ils m'ont dit souk, j'ai dit zouk. Mais non, ça, c'est antillais. Ils m'ont dit, non, souk. Ils appellent ça champeta. Après, quand ils m'ont fait écouter, j'ai dit, soukous. Soukous. C'est ça, mais eux, ils avaient coupé. C'est souk. Et du coup, il y avait une grosse communauté. J'étais là, je me suis dit, c'est magnifique ici. J'étais heureux. Donc, il faut savoir, le 35% de la population en Colombie est afro. Ouais. Donc, toutes nos familles sont teintées de la culture africaine, qu'elles le veuillent ou non. Ils ont une teinture de la culture africaine dans tout, dans la religion, dans l'aspect musical, dans l'aspect culturel, dans le sang, dans tout. Donc l'album s'appelle Cimarrón, parce que c'est ça, c'est l'album, tu verras quand si un jour tu veux faire une autre émission, on parlera de cet album-là, c'est un album qui a un vrai message culturel et significatif dans cette société où tout se perd, où tout est contrôlé. Cet album-là, il parle de comment trouver une partie de liberté dans un système où tu es tout contrôlé, où on sait quand tu pètes pas, quand il y a de l'argent qui rentre, quand il y a de l'argent qui rentre pas, combien tu as dépensé, qu'est-ce que tu as acheté, ils savent tout de toi. Et Cimarrón, l'album Cimarrón, c'est comment réussir à vivre dans le cimarronage, dans cette indépendance. Et moi, dans l'album, je t'explique comment le faire, comment vivre. Déjà, moi, je vis en Colombie, où tout se règle encore par cash, où il y a encore tout le mystère. Tu connais une liberté là-bas que nous, on n'a plus ici. Exactement. Donc, dans la version française, il est structuré, mes textes sont structurés pour que vous, peuple français, compreniez, compreniez au moins un esprit révolutionnaire, mais pas un révolutionnaire de Coca-Cola, une révolution intérieure, qui te fait comprendre et réagir sur beaucoup d'aspects dans la société dont tu consommes des choses, dont même tu consommes la musique, dont même tu es en train de consommer en ce moment un produit que tu connais. Enfin, c'est une manière de consommer qui s'est perdue. Et dans cet album-là, ça parle de tout ça, ça parle du cimarronage, comment trouver la liberté aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, on n'est plus esclave par des menottes et des trucs comme ça. Dans certains pays, malheureusement, oui, encore par des chaînes. C'est un esclavage culturel et mental que exerce le système sur toi. Et l'album, il parle de ça. Comment casser ces chaînes-là.
On attend ça avec impatience. Roca est avec nous. Yeah. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Daddy Lorty un peu plus, qu'on fasse un plus grand focus sur lui. Yeah. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites depuis le début de l'émission. Daddy Lorty. Yeah. Faut savoir que c'est un mec de rue. Quand je dis un mec de rue, je dis pas un SDF, hein. Je dis un mec de la street. Voilà, avec ses les bagarres et tout ça, les BD. Les premiers BD, exactement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Chasseur de skin. Exactement. Donc il y a ça. C'est un boxeur professionnel, comme tu l'as dit. Ouais, un boxeur professionnel. Il devient boxeur quand il a toujours aimé la boxe, mais il rentre pro quand il rentre dans la Clica. Ouais. Genre à quelques mois d'entrer dans la Clica, il rentre pro. Ok. Donc voilà. Et c'est mon bras droit, c'est mon frangin, c'est mon batos. C'est mon grand frère un peu dans la Clica parce que il est plus âgé que moi. C'est lui qui t'a fait rentrer. Ouais, il est plus âgé que moi. Moi, je suis vraiment un minot. Et lui, c'est déjà un ancien. C'est une légende urbaine déjà. Tu pouvais te promener avec Daddy dans n'importe quel hall de gare, dans n'importe quelle cité, dans n'importe quel tiécar. Les gens, ils pensaient même pas que c'était un rappeur. Ils le voyaient toujours comme le gars de la street, le casseur de bouche. Et donc, les mecs, ils arrivaient du mal à assimiler, de dire cette Kaira de ouf, c'est lui qui rappe ça. Non, c'est pas possible. Moi, c'est là que je voulais en venir. Cette vermine là, c'est lui qui rappe. Ils croyaient pas. Ce que j'ai aimé finalement, moi, j'ai appris après tout son cursus, tout son CV de rue, je l'ai appris après Les Jaloux. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est que ce mec-là, il aurait pu faire les raps les plus KRA du rap français. Il aurait été légitime. Et il n'est pas tombé dans ce piège-là en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'était sa phrase. Parce que les vrais, KRA, ils ont pas bien, mais avec du génie. Parce que les vrais, ils n'ont pas besoin de dire qu'ils sont vrais. Merci. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui est magique avec ce mec-là. Ouais, il n'a pas besoin de dire que t'es... Ça se voit. La tête qu'il a, son parler, son franc-parler, son attitude, son histoire. Il n'y avait pas besoin de faire 10 000 chichis. Et puis à l'époque, on te testait direct dans la street. Donc tu vois, c'était différent. C'est pas maintenant comme t'as une image virtuelle. Tu peux faire des clips, tu peux paraître quelque chose. Aujourd'hui, c'est le système du paraître, pas de être. Nous, c'était être. Nous, c'était être et pas paraître. Déjà ça, et puis surtout, moi les plus grandes KRA que j'ai rencontrées dans ma vie, les plus gros gangsters, parce que gangster c'est encore un autre stade au-dessus de KRA, leur point commun, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour. Ah oui, Daddy il avait beaucoup d'humour dans son texte. Daddy, tu pouvais pas écouter des morceaux de Daddy sans avoir le sourire à un moment. Tu rigolais, tu vois ce que je veux dire? T'étais obligé. Et c'est ça, et c'est dans ce sens-là où je l'ai toujours trouvé naturel, et je me suis dit, ok, lui c'est pas un menteur. Mais tu vois quand tu parles avec Daddy, moi je suis mort de rire. Il n'y a pas une fois où j'ai pas eu une conversation avec lui que j'ai pas rigolé. C'est obligé. Il mettait de l'eau. Daddy, c'est exactement ça. C'est le génie dans la racaille. C'est Kaira, je veux bien, mais toutefois avec du génie. C'est-à-dire, être racaille pour être racaille, ça veut rien dire. Si tu as du génie, tu deviens quelque chose à un autre niveau. Et Daddy, c'était ça. Daddy, il parlait 3 langues. Il parlait l'allemand, il parlait l'italien, il parlait le français et il parlait l'anglais. Et il écrivait sans aucune erreur d'orthographie. C'est incroyable ça. Aucune erreur d'orthographie. Moi, j'étais truffé d'erreurs d'orthographie. Je me disais, c'est quoi que tu dis? Il me corrigeait mes fautes d'orthographe. Okay. Ah ouais. Et Daddy, il a toujours été ça. Il disait toujours, moi j'ai mon bac, hein. Et si tu veux, je peux te mettre une claque, tu vas voir. Et je te défonce ta gueule. Et je te dis que ton père est ta mère. Et j'ai mon bac. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ce truc. Et je crois il était même à l'université. Il était un truc de l'université. Il avait fait un truc de mathématiques, je crois, un truc comme ça. C'était un. Tu vois, c'est des trucs qu'on sait pas. Ah, c'était un gars très intelligent, on a dit. Ok. Attention. Et c'était ça le côté de la clica que les gens aimaient bien, c'est que c'était street, mais en même temps, c'était intelligent. C'était pas. Si tu mets dans ton café du sucre et du sucre et du sucre, ça va être sucré. Ouais. Il faut changer, il faut mettre un autre arôme. Donc on pouvait pas être que street et street, il fallait mettre autre chose. Donc il y avait d'autres arômes. Il y avait l'arôme de l'Afrique, il y avait l'arôme de la tradition, du respect, de l'intelligence, du verbe, de la métaphore. Il y avait la street à 100% crédible. Il y avait le côté latinos, il y avait le côté parisien. Il y avait tout un vrai truc. Donc ça crée une vraie combinaison. Est-ce qu'au final, avec du recul aujourd'hui, il y a du temps qui est passé, est-ce que tu te dis pas que Daddy Lorty n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir? C'est pas à moi de le dire, ça. C'est à lui de savoir ce qu'il a fait ou pas, tu vois. Mais Daddy, c'est quelqu'un qui a sa vie. Il a son club de boxe, il entraîne des petits peu, il sort toujours ses trucs.
Voilà, mais c'est clair. Nous, à l'époque, comme je te dis, c'est pas comme aujourd'hui où les mecs, même avant de faire un feat, ils regardent combien de views tu fais. Avant même de savoir si tu rappes mal. Aujourd'hui, même un gars, il préfère prendre un rappeur mauvais, mais mauvais, parce qu'il y en a des mauvais aujourd'hui, un putain. Un gars très mauvais, et parce qu'il fait plein de views, il va faire un feat avec un gars très mauvais. Nous, c'était pas possible. Nous, on préférait rapper avec un gars qui était inconnu, mais qui était fort. Tu vois, donc c'était une autre manière. Et c'est une autre manière de faire du business. Et nous, on n'avait pas le côté trop business, tu vois, à l'époque. Tu vois, déjà, on pensait même pas qu'on allait vivre de ça. Moi, quand j'ai eu mon premier chèque de la Clica et tout ça, j'ai fait putain, mais alors je peux vivre. C'est là que j'ai réalisé, tu vois, moi, c'est vraiment en 2001 que j'ai réalisé que je pouvais faire carrière vraiment, tu vois, quand je suis arrivé avec l'album Élévation. Mais quand j'étais même en train de terminer l'album éponyme de la Clica, j'étais encore dans un délire. Est-ce que peut-être que je vais faire autre chose, tu vois. Je vois. Mais quand j'ai re-signé vraiment avec Universal et j'avais un manager, et il y avait un plan de carrière, des tournées qui se définissaient déjà pour les 2 ans à venir et tout ça, des trucs sérieux. C'est là que j'ai fait ah non, c'est sérieux là. C'est sérieux, donc là c'est vraiment ma carrière. Ça veut dire que même avec le succès de Entre deux mondes, l'album. Non, moi j'étais un gars qui était encore en terscou dans la rue, à traîner au frais de guez au coin de la rue. Au frites merguez, comme au frites merguez, qui allait en soirée, qui allait encore dans les soirées ghetto, qui allait dans les délires, pas du tout dans le délire ça. Tu voyais pas, Je le voyais pas du tout comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai sorti le Maxi La Femme, parce que c'était un truc qui m'avait rattrapé. Les gens me voyaient plus pareil, alors que moi j'étais pareil, tu vois. Je vois. Les gens ils me voyaient plus pareil, comme j'étais médiatisé, je passe à la télé, le clip passe à la télé. J'avais l'effet télé, je pouvais plus être tranquille dans mon délire, tu vois. Tu l'as pas mal vécu ça? Si. C'est peut-être pour ça qu'après je me suis mis j'ai fait l'album Élévation, tu vois. J'étais dans un autre délire super agressif. Ce que j'allais dire. Je suis arrivé encore plus hardcore qu'Entre deux mondes. C'est clair. Il n'y avait pas l'équivalent des jeunes de l'univers, par exemple, de cet album-là. Il y avait l'original. Qui était complètement autre. Salsa, mais moi j'ai toujours été 10 ans en avance, locaux. C'est pas je dis ça pour me la raconter, mais j'ai toujours été 10 ans en avance. Ah, c'est un fait. Quand j'étais aux États-Unis, on faisait des concerts avec Daddy Yankee. On faisait des concerts avec Don Omar. Ils faisaient du rap, ils faisaient pas de reggaeton. C'était du rap. Ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Boricuas Guerrero. Et nous, on était les seuls Colombiens dans l'industrie portoricaine. Les seuls. Vous étiez signé chez Machete. On a signé chez Machete, imagine, avec Tego Calderón. On était avec les grands. On faisait des tournées avec tout le monde. On faisait des tournées avec Tego, on faisait des tournées avec Wisin et Yandel, on faisait des tournées avec eux, mais nous, on faisait du rap. Ouais. Tu vois, pour être allé en Colombie, j'ai vu qu'il y avait vraiment une séparation entre les deux. Rap et reggaeton. C'est deux tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les reggaetons? Ils font du rap. Et nous, on faisait du rap en espagnol et je le fusionnais déjà. Avec la trappe. Il y a plus de 15 ans. C'est vrai, c'est vrai. Donc, malheureusement, parce que franchement, c'est relou. Quand t'es précurseur, c'est relou parce que tout le monde s'alimente de toi, personne te reconnaît, tout le monde te pompe, et après tout le monde prennent le zéyo que t'aurais dû toi avoir. Mais bon, c'est la vie, ça fait rien. Ça fait rien. Moi, je marque des histoires, je marque d'autres trucs, et les gens qui savent et qui s'y connaissent dans la musique, ils savent qui je suis et ils me donnent ma valeur. Je sais que. Et là, l'album que je sors, Cimarron, tu vas voir. Je suis 10 ans encore en avance sur le rap français. Mais tu te rappelleras. Ça t'intéresse pas d'être juste à l'heure? Mais quand je suis juste à l'heure, c'est que j'ai déjà fait. C'est vrai aussi. Mais donc tu veux pas répéter. Mais j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Ouais. Et ça te dit pas de refaire. Quand ici la trappe était en train de sonner, avec Tres Coronas, on faisait déjà ça. Ça s'appelait Down South et toute cette merde. Ouais. On faisait déjà ça, on faisait déjà des sons comme ça. Quand je suis arrivé avec le truc, ça y est, c'était un rythme que j'avais déjà ingurgité, sué, chié. L'arbre avait repoussé, j'avais repris j'étais déjà. Tu comprends? Je vois. Tu comprends? C'est comme si aujourd'hui tu me dis de re-rapper sur du boom bap des 90, tu vois? J'ai déjà fait. Donc là, tu vas écouter la sonorité de mon nouvel album. Ok. C'est super moderne. C'est le truc de dans 10 ans, quoi. Tu verras. Ok. Là, et même dans le message, dans ce que je raconte, tu verras. Il n'y a pas trop. Là, en tout cas, on va faire un petit bond en arrière. Tout de suite, on va écouter Freaky Flow de Daddy Lorty. C'est le morceau crossover à l'époque où de Biggie, où les gars Kaira pouvaient se permettre de sortir des sons fresh. C'est ça. Et ça sonnait toujours cru.
Ah oui, voilà ce que j'allais dire. Il a toujours cette petite touche ghetto quand même dessus. Grave. On écoute ce morceau, on revient tout de suite après. Roule avec Driver spécial La Clica. Sinon, j'aimerais qu'on parle rapidement, je dis rapidement, c'est sans manque de respect, mais qu'on parle rapidement de Coup d'État phonique et de Raphaël. Pourquoi je dis rapidement? Parce que finalement, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, comme tu l'as dit juste avant. Si, qu'on doit sortir beaucoup d'albums. Oui, mais Coup d'État phonique, ils se sont séparés. Bah, Coup d'État phonique se sont séparés. Très tôt, finalement. Et Guégué, il a monté un groupe qui s'appelait IMS. Il a changé de nom après. Arafat. Ouais. Donc ça a déboussolé beaucoup de gens. Les gens ils se sont perdus. Puis il n'y avait pas internet. Ouais, voilà. Aux jeunes. Tu pouvais pas trop expliquer. Voilà, c'était difficile. Et Raphaël. Raphaël, pour moi, c'est la plus grande tristesse pour moi. Parce que pour moi, ce mec-là, c'était le gars qui devait percer, qui devait tout niquer. Il avait signé avec Def Jam Loco. Ah bon? Ouais. Il avait des featuring avec Hachim, avec plein de Karin qui voulait se poser avec lui. Et je sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est ma plus grande déception qu'il y a, c'est Rafton. Parce que Rafton, c'était le kicker par excellence. Il avait tout. Il avait tout. Il avait le look, il avait l'attitude, il avait l'histoire, il avait le vécu, il avait la voix, il avait le flow. Il avait tout pour percer, tout pour niquer. Et ça a été une grande tristesse. Comme on l'a dit, Kondo, lui, il a développé sa carrière solo. Jusqu'à maintenant, il est là, il a monté Blue Velvet avec ses trucs jazz. Et Kondo, il a toujours été très prolifique. Ouais. Et il continue. Et big dédicace à Kao HNDO d'ailleurs. C'est ça. Et Daddy, il fait ses albums, il fait ses trucs, mais il est plus en retrait, tu vois. Il fait ça pour lui, pour ses fans et tout ça. Et lui aussi, il aurait pu. C'est dommage que. Comme je te dis. On n'était pas des mecs du business. Nous, on n'était pas des mecs du business. On a fait beaucoup d'erreurs. Il y a énormément de gens qui ont sorti des disques dans les années 90. Et quand on les interviewe aujourd'hui, ils disent souvent ça. Ouais, on n'était pas business. En gros, c'est qu'il n'y avait pas de modèle juste avant. Dans la génération juste avant, il n'y a pas eu des gens qui nous ont expliqué aussi. Ouais, on n'était pas business. On était au jour le jour. On n'était pas business. Aujourd'hui, la génération Internet, ils sont beaucoup plus sur ça. Ils font attention à ces détails-là. Aujourd'hui, tu peux complètement être nul et être un zéro, mais un 0.000. Et toi, tu es le dernier zéro qui a après la virgule. Tu peux être le dernier zéro en rap avec le flow le plus merdique du monde. Le look le plus plouc au monde. Le nom le plus désastreux. Les pistes... mais... T'as un grossisseur derrière qui met du Zeyo et qui sait qu'il va récupérer du Zeyo à la SACEM et ça peut marcher ton truc. Donc aujourd'hui, on est dans une ère du paraître, du blanchiment d'argent là-dedans. Il y a des mecs, il y a des bons gars, attention. Mais le 80% que t'écoutes, c'est de la merde, mon frère. Je ne me lancerai pas dans les chiffres. Moi, en tout cas, ce que j'ai écouté en rap français récemment, parce que j'oublie les noms. Mais on n'est pas là pour les citer non plus. Mais quand j'écoute ça... Moi qui vis en Colombie, moi je fais pas des clips là-bas, je vis là-bas, ok. Quand vous venez faire votre mariole là chez moi, quand vous venez vous faire, parce qu'ils viennent faire les marioles, ils viennent louer des putes, ils viennent louer des mecs, dans de séries, tout est faux. Ils vivent pas là-bas, ils sont pas de là-bas, tu vois. Moi je me pose la question, est-ce que ils aimeraient qu'un gars qui soit pas de leur culture aille dans leur pays d'origine à eux? Et montrer le côté misérabiliste et le côté horrible de leur pays et donner une mauvaise image de leur bled. Sachant qu'ils sont même pas de là-bas. Je pense qu'ici, les Renois se feraient savater par les Rebeux et les Rebeux se feraient savater par les Renois et vice-versa. Et les Blancs se feraient savater par les gars de les communautés. Mais ils viennent le faire en Colombie comme il n'y a pas de représentant de la Colombie ici. Donc voilà, ça part en cacahuète. Mais je te dis, moi, qui suis Colombien, qui vis là-bas, moi je suis pas content quand vous faites vos clips, votre mariole chez moi, dans mon pays. Moi j'aime pas ça, moi j'aime pas, j'ai rien contre vous, faites vos business, mais vous montrez une image nulle et vous montrez à mes yeux et aux yeux des vrais Colombiens que vous êtes des gringos. Vous êtes des impérialistes gringos. Gringo hijo de puta, c'est ça que vous êtes. Vous êtes des gringos. Et gringo c'est une insulte chez nous. C'est comme quand tu dis à un Renoir, il dit à un blanc tout bab. Gringo, vous êtes des gringos, vous montrez une image, l'image que donnent les impérialistes américains qui viennent foutre la merde chez nous, dans notre politique, dans notre économie. C'est vous qui venez foutre, c'est eux les Américains qui viennent foutre la merde chez nous et vous faites la même image. Vous retranscrivez la même image. La même image. C'est comme quand, je pense pas que la communauté maghrébine, et j'en place une dédicace spéciale à tous les maghrébins de France que j'ai grandi avec eux. Quand tu vois un film américain où les méchants c'est les djihadistes, c'est les musulmans, ils confondent tout. Je pense pas que le vrai musulman il est content de voir un film comme ça. C'est clair que non.
où il y a un Américain qui arrive, il dégomme tout le monde à la fin. Ils sont pas contents. Donc moi je suis pas content quand vous venez faire mes clips et vous montrez une mauvaise image de la Colombie qui d'ailleurs est fausse. Parce que cette image-là, c'est une image d'avant, dans les années 80. Mais il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans le rap français, qui ont commencé à aller en Colombie à partir de la série Narcos, les 2 épisodes qui étaient dédiés parce que vous à êtes des Pablo suiveurs. Escobar et tout ça. Vous êtes des suiveurs. C'est des suiveurs. Mais je déplore ça. Et d'ailleurs, je vais en placer un petit coup de gueule là, vu qu'on est là-dessus. J'ai vu qu'il y a un bar qui s'appelle Pablo ou je sais pas quoi là qui s'est ouvert. Et ben nique sa mère. Nique sa mère vous. Allez niquer vos mères. Vous savez même pas ce que c'est. Vous savez même pas ce que c'est vivre la violence. Votre famille n'a jamais vécu ça. Vous savez pas ce que c'est. Donc allez vous niquer tous là-bas. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour donner une vraie image. Et mon album Cimarron, c'est l'anti-cliché de tous vos clichés là. Vous allez voir ce que c'est la vraie Amérique latine et la vraie Colombie. Pas la Colombie de Netflix des gringos. Ah, pas cette image-là. Vous allez voir la vraie image. Moi, j'aime pas que vous venez faire des trucs dégueulasses dans mon pays. C'est dégueulasse ce que vous faites. Moi, je comprends tout à fait. C'est dégueulasse. Je pense pas qu'un Thaïlandais serait content de voir des gars pas de Thaïlandais venir foutre de la merde en Thaïlande. Malheureusement, ça arrive tous les jours de la part de ces francs. Les vrais, ils devraient pas être contents. Tu vois ce que je veux dire. Comme tu l'as dit, qu'ils le montrent dans leurs clips. Voilà, mais comme tu l'as dit, comme il n'y a pas sans respect. Comme il n'y a pas de communauté thaïlandaise en France, comme il n'y a pas de grosse communauté colombienne ici, les gens montent pas au créneau, mais bien sûr que les gens ne sont pas contents. Bah moi je te dis en tout cas, quand la Colombie voit vos clips et tout ça et vos trucs là, nous ça nous fait pas plaisir. Ok. Et d'ailleurs là je vais vous éclaircir vite fait, la série Narcos là, ça a fait un bid en Colombie, pour que vous sachiez. C'est important de le dire ça. Ça a fait un bid, ça a pas marché. C'est important de le dire. Ça a pas marché, les gens en ont marre de cette image en Colombie. Moi je me souviens quand je suis allé en Colombie, je me suis retrouvé à Carthagène et j'étais habillé... J'avais un short Dickies, j'avais un maillot des Lakers, comme ça. Et les mecs sont venus me voir directement, ils m'ont dit t'es américain, mais avec un regard... Gringo. Voilà, avec un regard menaçant, tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, c'est normal, c'est comme si tu vas dans un pays qui souffre de l'impérialisme nord-américain. Bien sûr. Et t'arrives là-bas, t'imposer, faire des trucs pas bien, tu vois. Oui, tu vas pouvoir te taper des putes. Oui, tu vas pouvoir payer des gens parce que les gens ont faim là-bas. Ouais. Oui, tu vas pouvoir te trouver l'acteur de la série. Oui, ça c'est pas... Avec l'argent, tu résous plein de trucs. Mais... tu mets une mauvaise image. Ouais, et les vrais Colombiens, nous, on t'aime pas. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas ça. Du coup, quand j'ai dit que j'étais français, le regard, elle a changé. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais là. C'est mieux que tu dises même que t'es africain. Je parlais de musique, tout ça. Après, directement, il y a des gens qui m'ont reconnu africain. Oui, c'est mieux là-bas en Colombie que tu dises que t'es africain. Mais du coup, ils avaient plus cette image de gringo et tout ça. Et tout était plus cool. Et en discutant même... ils ont vu que ma démarche, elle était sincère. Et je tiens à préciser que moi, j'étais là-bas avant Narcos. Ouais, voilà. Ça, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire des clips en Colombie. Et je veux que les gens fassent des clips en Colombie. Mais montrer une belle image. Ouais. Ils montrent le pire. Ils montrent le pire. Ils montrent les trucs dégueulasses. Ouais. Oh. Je suis d'accord avec ça. Moi, comme je te disais en antenne, c'est comme si un gars, il va, je sais pas, aller dans une partie d'Afrique qui soit pas jolie, où il y a vraiment, vraiment beaucoup de misère, ou des guerres, et tu montres une image néfaste. Et tu tournes ton clip là, t'es en train de jouer sur le misère. Je suis camerounais. Tu le vivrais mal. Fait ça au Cameroun, je le vivrais mal. Tu le vivrais mal, t'aimerais pas. Ouais. Et crois-moi que si ta communauté est forte et reconnaissent l'artiste, c'est des coups de tomate, des insultes, des molards qui vont gicler. Et ben c'est comme ça, c'est normal. Faut pas faire le con. Je suis d'accord avec ça. Là, j'aimerais qu'on parle, même si on en a parlé quand même depuis le début de l'émission, des beatmakers. Oh, grave. DJ beatmakers. Ils sont super importants. À chaque fois, les gens... Non, moi, je les oublie pas. Voilà. À chaque fois, les gens, ils parlent des rappeurs, oui, parce qu'on était dans la clica des très bons MC, mais on n'aurait pas pu... Vous n'aviez pas cherché vos prods ailleurs. Non, on n'aurait pas pu kicker comme ça si on n'avait pas la difficulté d'avoir une prod à un niveau tellement fort qu'il fallait qu'on kick comme ça. Okay. Parce que le niveau de la prod exige à l'MC une certaine je dirais un certain génie. Ouais, faut être prodigieux sur un son comme ça. Donc il y avait Gallegos qui avait monté avec Ace et Noy la section camouflage. Ils étaient 3 producteurs. Okay. Et il y avait Lumumba qui a fait des hits de ouf. Lumumba, un excellent, un très bon ami et en plus un excellent producteur. Il y avait d'ailleurs qui est camerounais. Ah ouais? Ouais. Moi j'entendais Lumumba, je pensais qu'il était congolais moi. Non, Lumumba est camerounais. Ok, bienvenue. Et il y avait Ego Size. Il y avait Kondo qui faisait aussi de la prod, mais dans l'enceinte de la clica, il a pas exercé ça parce qu'il y avait Chimiste.
Et on avait des samples de malades, parce que tout le monde cherchait des samples de ouf. Donc c'était l'époque encore des samples. Entre mi-samples et mi-jouets. Et on avait des gars qui écoutaient du vinyle de fou, qui allaient dans les conférences de vinyle, dans les trucs. Et chercher la perle rare. Et on écoutait tout. On était très ouverts en musique. On pouvait savoir exactement qu'est-ce qu'il y avait dans un solo de John Coltrane ou de Miles Davis, Ron Carter, Charlie Mingus, tous les mecs de soul, tout. On écoutait tout. On était très ouverts en musique, on écoutait beaucoup de... Quand t'es avec des producteurs comme ça, des vrais nerds de la production, t'écoutes toutes sortes de musique. C'est clair. Après on a cherché dans les samples français, tu vois, donc il y avait beaucoup de samples qui viennent de musique française que vous-même vous savez même pas. Et déjà, tu sais, juste les jeunes de l'univers, prendre ce sample de Berger et de mettre derrière des kicks dignes de Shook Ones, de Mobb Deep, tu vois ce que je veux dire? C'est comme... fallait l'imaginer le truc. C'est comme quand t'écoutes Les Quartiers Chauffent. C'est une guitare de Georges Brassens. Tu vois. Et vous en avez fait quelque chose de dur. De dur, vénère. D'ailleurs, ce morceau, je l'aime bien, Les Quartiers Chauffent. C'est un bête de morceau. C'est un gros morceau. Non, c'est bien. Donc, faut quand même leur rendre hommage. Non, faut toujours rendre hommage parce que un MC, aujourd'hui, on est plus dans l'air, pour moi. Pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est autre chose. On va parler du rap français. Moi, je trouve qu'ici, on est dans l'air vraiment de la production. Vraiment, ici, il y a des mecs qui tuent en prod. Franchement, là, le rappeur peut être mauvais, mais la prod, elle défonce. Et franchement, on est dans l'ère de la production. Ici, il y a d'excellents producteurs. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et je trouve hommage d'ailleurs je dis même pas que c'est des beatmakers, c'est des producteurs. Il y a d'excellents producteurs en France. Et c'est eux qui positionnent en vérité des artistes qui sont piètres, qui sont médiocres, tu vois. C'est grâce au niveau de la prod. Ils sont bien habillés. La prod est tellement fraîche, tellement lourde, que le rappeur, il peut se permettre de rapper les doigts dans le zen et de se torcher le cul avec. Que ça passe parce que le producteur est tellement bon qu'il arrive d'un médiocre à faire quelque chose d'écoutable, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement ici c'est les big up aux producteurs ici franchement et puis pour encaisser des kickers, des mauvais kickers comme ça chapeau bas. Mais en tout cas je trouve que il y a des bons kickers ici, attention. Il y en a des bons, mais ceux que j'entends régulièrement, putain, ils savent pas kicker, quoi. C'est pas des kickers. C'est des mecs ils sont très bases. Quoi. Mais est-ce qu'à l'époque, on n'avait pas aussi ce même problème? Ça veut dire, il y avait des gens qui étaient mis en avant et qui n'étaient pas c'est les mecs qui sont toujours parlés avec le business, tu vois. C'est comme toi. Moi, j'ai jamais eu une bonne relation avec le business. Et les gens te le diront. J'étais un peu une petite teigne. Tu vois ce que je veux dire? Je me prenais la tête, j'étais très franc dans ma musique, très franc dans mon parler. J'acceptais pas... Le compromis, voilà. Et donc, j'ai perdu beaucoup de relations dans le business à cause de ce comportement. Et aujourd'hui, j'ai su le contrôler. Avant, je le contrôlais pas trop. Aujourd'hui, j'ai su le contrôler, je sais faire la part des choses. Mon art reste complètement incorruptible, mais mon comportement est plus accessible. Donc, c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Et donc, et je pense que, comme tu dis, les gens qui ne sont pas reconnus parfois à leur juste valeur, c'est parce qu'ils ont parfois un comportement qui est un peu trop real, trop réel par rapport à ce que l'industrie ou les gens de l'industrie ou les mecs qui contrôlent l'industrie demandent à avoir. Tu vois, il faut avoir. Et ça ne veut pas dire que parce que tu casses des bouches, c'est un comportement que tu as avec eux. Tu comprends ce que je veux dire? Tu rentres pas dans les cases. Voilà, t'es pas trop hostile. On t'emmène pas vers le haut. Donc quand t'es pas trop hostile avec eux, t'es cool avec eux, tu roules avec eux, ils t'embarquent dans un autre niveau, tu vois. Et c'est la base du système, c'est la base du truc, tu vois. C'est pas que la musique. Nous, on était un peu comme ça, tu vois. On était un peu, on était dans un autre délire. On était incorruptible, on était à fleur de peau, on était énervé. On n'était pas business. Aujourd'hui, un mec, il est business, il faut pas s'embrouiller. Dans le business, rien n'est personnel. Nous, à l'époque, il y avait une tête de con qui était devant nous, on lui disait tête de con, tu vois. Et cette tête de con, elle contrôlait tous les réseaux, tout. Donc, on s'embrouillait avec eux bêtement parce que tout simplement, on dit ridicule. Je vois. Aujourd'hui, tu sais que tu as une tête de con devant, tu dis pas tête de con, là. Tu gardes ça pour toi, c'est à l'intérieur. Tu gardes ça pour toi, t'es cool avec lui, et voilà. Je vois. On va écouter un morceau qui est tiré de la bande originale du film La Haine. C'était toi avec Daddy. C'est le premier morceau de la Clica, tu sais ça en vérité.
de la Squadra. C'est avant qu'on fasse Conçu pour durer. Le Requiem Requiem AC, c'est le premier morceau où je me retrouve dans un vrai studio. Pas dans un studio tu vois, un vrai studio. Ok. Fat, avec une grosse production. C'était Solo, Assassin qui faisait qui s'occupait de la direction artistique, qui mixait avec le gars de Public Enemy dans des bad studios de ouf. Et c'est la première fois qu'avec Daddy et moi on se retrouve devant une double SSL, super mic, grosse console, énorme studio, avec un bête d'ingénieur qui mixe Public Enemy, un autre délire. C'est fou ça. C'est la première fois. En tout cas, j'aimais bien l'énergie qu'il y avait dans ce morceau, des passe-passe, tout ça. Ah mais et une prod de chimiste de malade. Ouais, dingue. Mais tu veux que je te dise, moi, c'est quand je me suis dit, ok, ce mec-là, rapologiquement, il est au-dessus des autres. C'est quand j'ai écouté ton couplet dans Labyrinthe de Baldenek. Et en plus, il est simple en plus, ce morceau. Ouais, mais le flow avec des notes. Il y a de la mélodie en même temps. J'ai dit, lui, c'est le côté latinos. J'ai dit, lui, c'est pas pareil. Vraiment. Toujours, mon swag, il a toujours été. Moi, tu sais, j'ai fait de la percussion. Ouais. Donc, comme je fais de la percussion, j'ai toujours mis la rime sur un. Chaque mot que je dis, il est par rapport à un swing. Donc à chaque fois quand je suis en train de kicker, même si c'est lent, on est dans une jungle sauvage de liane, je suis toujours en train de taper un rythme. Je suis pas en train de réciter comme beaucoup dans le rap français, c'est plus de la récitation parfois. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de la musicalité. Moi j'aime beaucoup être là dans la percussion parce que pour moi le rôle du MCing, c'est de la poésie et en rime et spontanée. Mais il faut qu'elle ait une musicalité et un rythme. Elle est pas, sinon je ferais du slam. Ouais. Tu vois, moi je kick quoi. C'est-à-dire que sur une piste, il faut que le flow. Je peux pas avoir un même flow pour chaque piste. Ouais. Un même flow pour tous les sons. Non. Chaque flow, moi je suis obligé de l'adapter à la piste parce que la piste elle m'évoque un flow différent. Tu vois, tu peux pas toujours arriver avec le même solo. Pour moi, c'est ça la musique. C'est un solo de percussion. Le rap, quand tu rappes, c'est ton 16 ou ton 14 ou ton 12, c'est un solo de percussion. Il y a une introduction, à un moment donné où tu montes ta prouesse et une fin, comme n'importe quel solo. Donc il y a un déroulement qui se fait et puis moi je le conçois toujours d'une manière rythmique et mélodique, mais sans être chanté. Mais j'aime bien, tu sais, le swing. Moi c'est le flow. Je suis d'accord avec tout ça. C'est le flow. Là, j'aimerais qu'on parle d'un épisode important de ta carrière, c'est l'épisode 13 Coronas, qui est un autre groupe. Ouais, que les gens connaissent moins ici. Ici, voilà, mais qui a fait du bruit outre-Atlantique. Et j'aimerais que tu m'expliques le contexte, comment tu te retrouves créer ce groupe. Et il me semble que tu pars vivre aux États-Unis, c'est ça? Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que... On est à quel moment déjà de ta carrière solo en France? On est en 2000. On est en 2000. Voilà. Je suis en train de faire l'album 2001. Je suis en train de terminer l'album de l'élévation. Ok, voilà. Mais j'étais déjà un pied à New York. Ok. Et je rencontre Piano Poncho de Tres Coronas. Mais on n'a pas encore monté le groupe. Je rencontre le Poncho, c'est un Colombien qui vit à Brooklyn. Et qui entre le Queens et Brooklyn. Et il rappe en espagnol. Et moi, j'ai un morceau qui s'appelle El Original. Et je le passe et je me rappelle plus ce qui se passe. DJ Enough le joue à Odd 97. Et du coup, ça comment il est le par Armen, je crois. Armen qui le filme. Je me rappelle plus trop cette histoire-là, mais c'est un bordel comme ça. Et il y a Jay-Z qui sort un artiste qui s'appelle Memphis Bleek. Bien sûr, je m'en Rockefeller. Et moi, je venais de signer avec Universal. Il cherchait un artiste français. Et donc, du coup, il me paye le voyage à New York. Et j'enregistre avec Jay-Z et Memphis Bleek le morceau What you think of that? What you think of that? I love the street. Le premier album et moi, de Memphis que tu piensas acá? Que tu piensas acá? Si yo estoy con lo bravo que corona. Mais comment personne n'est au courant de ça ici? Bah c'est sorti, hein, tu regardes sur YouTube, il est le morceau. Tu mets What you think of that remix et tu mets Roca, Jay-Z et Memphis Bleek. Et donc je sors le morceau. La condition c'était que je sortais le morceau en français pour faire connaître Memphis Bleek ici, qui n'était pas connu. Et eux, ils me le sortent aux États-Unis pour me faire connaître moi, Roca, en hispanique, le couplet en espagnol. Et donc là, je rentre dans le Def Jam et je rencontre des mecs. Et je m'aperçois que il y a un truc qui se passe avec le rap latinos. Il y a Big Pun qui est là, Fat Joe, il y a le label RCN qui est là, avec Bouddha, et qui sortent le projet il venait sortir le projet de Akon. Je rencontre Akon d'ailleurs.
il écoute l'album que j'étais en train de préparer en espagnol avec Tres Coronas, et il pète un câble sur le concept. Et là, je termine l'album Élévation, je le redonne à Universal, je fais ma tournée, je fais mes trucs, mais j'avais déjà un pied à New York. Okay. Je passais 3 mois là-bas, je revenais, 3 mois là-bas, je revenais. Et on sort une mixtape. Et je laisse Poncho s'occuper de la mixtape. À ce moment-là, vous êtes que 2. Ray fait partie à la fin de la mixtape, on rencontre Ray et il enregistre les derniers tracks dans la compile. Et on met une mixtape, on fait Tres Coronas, Armen nous prend la photo, on sort la mixtape et on la lance à New York, on la lance en Colombie, on la lance à Washington, à Chicago. Tous les distributeurs portoricains, dominicains, mexicains de la street commencent à bouger les mixtapes. Et les mixtapes à l'époque en Colombie, en France, ça n'existait pas. Les mixtapes, c'était les mixtapes que nous on disait mixtape en 2000, c'était un album où on déclarait pas les samples. C'est ça. Et qui sortait pour la street. Ok. Tu le trouvais que dans les magasins de street. Ok. Et c'était du CD, pas cassette CD. Ouais. Et donc on sort la mixtape. C'est un album, en vérité, avec des sons originaux et tout. Okay. Et tout à coup, Poncho il m'appelle et il me fait Loco, on a vendu comme des oufs là. Et ça n'arrête pas, on est obligé de represser. Il faut que tu viennes ici. Et il y a des gens qui nous demandent des concerts. Ramène-toi ici, ça explose. Le truc s'explose, c'est un truc de fou. Les gens, comme dans la street, ils me reconnaissent. Ils commencent j'écoute dans tous les coins de rue, dans le Queens, ils écoutent de la musique. Tres Coronas, ça fond partout. Il faut que tu viennes. Et j'arrive et le temps de faire mes papiers, je fais des allers-retours tout le temps. Et puis à un moment donné, je m'installe là-bas. Et quand je sors l'album, le dernier album en français que je sors avec Universal qui s'appelle Amour Suprême, j'étais déjà à New York. C'est pour ça que cet album, il a une vibe très new-yorkaise aussi dans le son. Et ça y est, le maxi que je sors, c'est des sons très new-yorkais de maintenant. Et Gallegos, on dirait qu'il vivait là-bas. Il a la pointe. De ouf. Et je commence à rencontrer d'autres producteurs là-bas. Les producteurs de Capone Noriega, les producteurs de Big Paul, les producteurs de Nanana. On commence à poser avec eux. On kick avec Mob, avec Infamous Mob. On kick avec Cormega. On kick avec tous les gars de l'underground du Queens. Et on commence à se faire connaître dans le Queens. Et ça y est, je vis là-bas et on est un groupe. Voilà. On monte un label avec Poncho qui s'appelle Parcero Production. Et au bout de la deuxième mixtape qu'on sort, Universal vient nous signer. Et on signe chez Machete avant que le reggaeton arrive. Voilà, nous on faisait des concerts dans le Bronx. Donc tu es en train de me dire, moi je suis un grand fan de reggaeton, moi je connais Machete par le reggaeton, tu es en train de me dire que Machete c'était un label de rap avant de produire du reggaeton? Avant c'était Boricuas Guerreros. Et nous on travaillait avec eux parce que Boricuas Guerreros c'était les gars qui avaient un système de distribution de mixtape du marché latinos. Où il y avait Don Chesina, Daddy Yankee qui s'appelait Winchester Daddy Yankee, il y avait Tego Calderón, Maestro, et tous ces mecs-là, et eux c'était un réseau de distribution qu'ils avaient dans toute la côte Est, jusqu'à Miami. Et donc nous on travaillait avec eux, c'est eux qui nous distribuaient une partie de nos mixtapes, et elles cartonnaient. Donc comme elles cartonnaient, on a commencé à traîner avec les autres gars qui cartonnaient, et on faisait des concerts au Jimmy Bronx, les dimanches, c'était la boîte de Fat Joe. Et le dimanche, il y avait open mic pour le rap latinos. Et nous, on rappait là-bas. Tego Calderón était chauffeur de taxi encore à l'époque. C'est dingue ça. Et nous, on rappait là-bas. Et nous, on était les seuls Colombiens. Et au bout d'un moment, à la deuxième mixtape, on se détache vraiment d'une sonorité très différente du rap latinos qu'il y avait à l'époque. Et on commence vraiment à avoir une sonorité trop sale du Queens, trop énervée, parce qu'on était avec les producteurs de là-bas, quoi. Et on commence à rapper comme des oufs. Et Machete nous signe. Au début, on devait être signé chez SRC, qui était le label qui venait de signer Akon et l'album de Terror Squad. Mais ils ne savaient pas comment gérer notre produit parce que c'était rappé en espagnol et pas en anglais. Et le reggaeton n'était pas encore arrivé. Et donc, ils ne savaient pas comment nous introduire dans le marché. Et donc, finalement, on arrive à Machete Music et on signe avec eux. Et on signe avec eux l'album Nuestra Cosa, qui est l'album CD-DVD, qui est un classique du hip-hop latinos et qui fait un changement total dans l'industrie du rap latinos. À partir de là, toute l'industrie du rap latinos change. La manière de rapper, tout. Et on commence à faire des concerts de ouf dans toute l'Amérique latine et à être le Wu-Tang latinos.
C'est dingue ça. Et on remplit des stades. Il suffit simplement de regarder Tres Coronas. Tu mets Tres Coronas, Arena de Chile. On remplissait des stades de 10 000 personnes au Chili, à l'époque où le reggaeton ne remplissait pas. Je te dis, moi, j'ouvre les chemins. Je suis toujours à 10 ans en avance, malheureusement. Et donc, ou heureusement, peut-être, c'est mon destin. Et donc, on commence à faire des tournées, à faire des trucs. Et puis quand on sort le deuxième album, on commence à avoir des conflits avec eux. Parce que moi, j'étais déjà dans un autre délire dans la musique. Et eux, ils voulaient vraiment nous introduire dans le truc du reggaeton. Et moi, c'était pas du tout mon truc. Et moi, j'étais déjà en train de fusionner. Je te parle de 2005, 2006, 2007. Je commençais déjà à fusionner le hip-hop de Tres Coronas du Queens avec des musiciens, avec des instruments traditionnels colombiens, latinos. Et je crée une ambiance très afro-latine dans le beat. Et très différent. Il faut écouter les albums. Quand tu écoutes l'album, par exemple, le dernier album en date, on a sorti Tres Coronas qui s'appelle La Música es mi arma. Tu peux le trouver partout, sur toutes les plateformes digitales. Écoute la sonorité de cet album-là. Il est très rap. Ça sent New York, mais tu sens le côté de New York anti-cliché. Le côté New York latinos, chez les latinos, tu vois. Et plus encore les Colombiens. Donc c'est un mélange de plein de musiques différentes. Et c'est là que Tres Coronas arrive et on est nominé au Latin Grammy en 2007 pour la première fois. On est nominé au Latin Grammy comme meilleure chanson urbaine avec Daddy Yankee, Calle 13, Wisin y Yandel et Don Omar. Et on est nominé avec une chanson qui s'appelle Mi Tumbao, qui fait un carton dans les radios de la côte Est. C'est dingue, ça veut dire quoi, Mi Tumbao? Mi Tumbao, c'est El Tumbao, en vérité, dans la musique latine, c'est la coordination entre la basse et le piano et les percus. C'est le... Je te demande ça parce que c'est un mot aussi au Cameroun, mais c'est de la bouffe. El Tumbao, chez nous, c'est le... C'est la ligne de basse avec le piano et les percus qui te... Ça, c'est le Tumbao. Et donc, Mi Tumbao, c'est mon swing à moi. Ça veut dire mon swing un peu. Je vois. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que le reggaeton et le rap en espagnol ne cohabitent pas ensemble en haut, au niveau du succès, en termes de succès? Maintenant, oui, à cause de la trappe. Grâce à la trappe. Voilà. Bon, je vais te dire pourquoi. Déjà, pour rapper, sur les rythmes qu'on rappait, nous, à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui boom bap, il fallait être un virtuose. Tu pouvais pas faire... Y te llego con el corazón. Tu pouvais pas rapper comme ça. Tu comprends? Il fallait être un génie, il fallait être un virtuose. Moi j'adore Bad Bunny. Moi je tiens à le dire. Non mais quand je veux dire, il fallait être un virtuose, ça veut dire il fallait être un virtuose. On était à New York, loco, on est à New York. Techniquement. On est à New York. On pouvait pas arriver avec un rap non. Il fallait être pointu. Tu vois ce que je veux dire? Donc le public latinos, c'est un public qui aime danser et qui aime la teuf. Et nous, on venait d'une époque où c'était plus du rap de kickage. C'était pas fait pour danser. C'était pas fait pour danser. Même si on a eu des chansons pour danser, comme Mi Tumbao, justement, ou avec Cafu Banton, on a une chanson qui s'appelle Vamos a jugar a la disco, qui est un peu dancehall. Là, on a fait nos trucs en discothèque et c'est pour ça qu'on est rentré un peu dans le grand public. Grâce à ces morceaux-là. Mais Tres Coronas, c'était du kickage, comme la clica. C'était du kickage. Et pas tout le monde sait kicker. C'est vrai. Et les portoricains, c'est pas des grands kickers. C'est des chanteurs, mais des grands mélodistes. Moi, Daddy Yankee, quand il est en mode rap, le trouve très fort. Ouais, mais il est pas super technique non plus. C'est pas des Poncho, c'est pas Wham, c'est pas la nouvelle génération du rap d'ici, de Colombie, je veux dire. C'est pas des kickers. C'est pas des gars sur un son, ils vont faire un truc incroyable. Oui, ils savent, ils se débrouillent. Mais c'est à l'heure du kickage, c'est comme un mec qui improvise dans le jazz. Ouais, il fait. Ouais, c'est bien, mais attends, il y a un Charlie Parker qui arrive, tu te tais. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, voilà. Nous, on était les Charlie Parker. Voilà. Donc, nous, c'était un peu difficile dans l'industrie latine d'incorporer un truc trop complexe. Des rimes trop compliquées. C'était trop compliqué tout. Et donc, il est arrivé le dembo. Qui était des Panaméens. Ouais, je sais. Et les portoricains l'ont pris à merveille. Et ils ont mis tout le zéyo de la street dessus.
tout le zéyo de la street a été mis là-dessus. Bah ouais. Et donc, à un moment donné, tu donnes 50 000, 100 000 dollars ici, nanana, et tu rentres en radio. Et donc, à un moment donné, c'est arrivé, c'était facile à faire. C'est un rythme très dansant. Moi, au début, je kiffais le reggaeton, les dale. Moi, je kiffais ça. Mais c'était cette époque-là. Après, quand ça arrivait avec les trucs mélodieux, les mecs épilés des sourcils et tout, ça, j'ai plus aimé du tout. Mais toute l'époque du début du reggaeton qui était encore street. Le premier âge d'or. Là, voilà, moi j'ai kiffé cette période-là, mais je voulais pas le faire. Parce que pour moi, c'était. Après, t'es pas obligé de faire. Pour moi, c'était portoricain. Ok. Et d'ailleurs, les portoricains étaient un peu racistes sur ce truc-là. Ils laissaient personne. Pas les gens entrer dedans. Hein. Même pas les Panaméens qui étaient les précurseurs. Qui ont inventé le truc. Ils sont pas rentrés dans l'industrie. Les Panaméens sont restés out de l'industrie du reggaeton. Donc moi, je me suis dit, si les Panaméens qui sont les précurseurs du reggaeton ne sont pas rentrés, nous Colombiens, mais pire encore. Donc nous on est restés dans notre rap. Mais l'histoire a changé au final. L'histoire a changé parce que les portoricains ils ont tourné en rond à un moment. Ils ont tourné en rond et ils ont commencé à être et ils ont commencé à tourner à Medellín. Et à Medellín il y a de l'argent sale, ce qu'on appelle chez nous. Ouais. L'argent sale. Et l'argent sale a commencé à payer. Jam qui est venu vivre parce qu'il avait pas un sou. Il rappait pour 300 ou 100 dollars. J'invite tout le monde à regarder sa série sur Netflix. Il rappait pour 100 dollars à Medellín. Quand il arrivait à Medellín, il était. Il a refait sa carrière grâce. Lui, il a refait sa carrière grâce aux Colombiens. Et pas grâce à n'importe. Grâce aux paisas, aux mecs de là-bas qui. Voilà, et donc il a fait sa thune avec. Et quand il a fait le reggaeton, là c'est devenu une industrie. Ouais, c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, ils veulent. L'amour du reggaeton, c'est être rappeur. C'est un rappeur fracassé. C'est un gars qui n'a pas réussi à faire du rap. Donc aujourd'hui, avec la trappe, qui donne plus d'accessibilité à ne pas être trop un virtuose du flow. Mais t'as pas besoin d'être trop virtuose, tu vois. Tu peux rapper ça sur un beat de Dombolo, c'est la même chose. Moi, je suis pas sûr en tout cas les plus jeunes. Je suis pas sûr que les jeunes artistes latinos qui se mettent à la trappe, je suis pas sûr qu'ils le voient. Oh, je peux pas faire ça, donc je vais faire la trappe. Il y a des gens, ils écoutent, ils sont nés là-dedans. C'est leur musique de jeunes. C'est la musique de jeunes, mais c'est les mecs qui ont jamais percé dans le rap. Ouais, mais c'est pas leur époque. Non, écoute, ils s'habillent comme les rappeurs. Tu retires un clip de reggaeton, le volume, tu crois que c'est un clip de rap. Oui, ça a toujours été. Ils ont tout pompé du hip-hop. Non, ça c'est vrai. Ils ont tout pompé du hip-hop et ils ont pris la musique du dembo de Jamaïque et Panamène et ils en ont fait du reggaeton. À un moment donné, ils veulent rapper. Ouais, mais moi je pense, là ce que tu me dis, c'est une ancienne génération. Aujourd'hui, ça y est. Bah ouais, il y a un mec qui a 18 ans, il arrive dedans, il écoute de la trappe tous les jours. Il est rentré dedans. Voilà. Mais c'est pas la trappe à la Kendrick Lamar ou à la J. Cole. Non. C'est pas des grands lyricistes. C'est un mec qui va te rimer caleçon avec corazon. Tu vois, c'est pas des grands lyricistes. Tu vois, c'est des gars qui ont un vocabulaire niveau 15 ans. Comme tu l'as dit, tu vois ce que je veux dire, ils sont dans une ambiance de fête aussi. Voilà, c'est pas des virtuoses. C'est pas des virtuoses. La musique de club, tu viens pas écouter. C'est pas des virtuoses. C'est un Lil Jon. Voilà. C'est Lil Jon. C'est de la musique de club. Qui va te rimer Lil Jon, il s'en bat les Chicken avec Kitchen. Voilà. Et tout le monde est content. Mais c'est des mecs. Mais c'est ça qu'on veut en club. Ouais, voilà. Et il faut qu'il y ait ça. Bien sûr. Donc maintenant, ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé avec le hip-hop en Amérique latine, c'est qu'on était séparés du reggaeton, qui nous faisait du racisme. J'ai vu ça. Et donc, qui nous faisait du racisme. Donc, du coup, on ne se sentait pas bienvenu dans la culture du reggaeton. Okay. Et quand ça y est, le reggaeton, il y a 3 ans en arrière, ça y est devenu vraiment industrialisé. Maintenant, il y a des Colombiens, il y a de toutes les nationalités qui chantent du reggaeton, même des Dominicains, de tout. Maintenant, c'est devenu une institution, une industrie qui est à part entière. Ils font de la trappe. Ouais. Donc ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est positif parce qu'ils font du hip-hop. Si tu fais de la trappe, tu fais du hip-hop. Ouais, c'est clair. Mais la trappe, c'est du rap pour moi. Voilà, c'est hip-hop. Donc c'est hip-hop. Donc c'est bien. Je trouve que c'est bien parce qu'on retourne. Tu vois, aujourd'hui, il y a une scène émergente en Amérique latine dont moi je fais partie, que grâce au fait que la trappe revienne, et ben du coup ça jette une lumière sur l'underground. Et les mecs ont peur. Ah, ceux qui n'arrivent pas à... Non, les mecs en haut ont peur. Ah, mais il y a des gens les mecs ont peur parce ont peur parce qu'on kick mieux qu'eux. Je vois ça. Et on fait des views et il y a des gens qui les voient et il y a des groupes en Colombie, en Amérique latine, au Mexique, au Chili qui font
pareil de view que le mec de reggaeton et qui cartonne en faisant du rap. Et donc, du coup, c'est en train de. Du coup, tu as des artistes de reggaeton qui font des morceaux de trap aujourd'hui parce qu'ils veulent être. Ils rentrent dedans. C'est ça. Et donc, du coup, là, en ce moment, en Amérique latine, on est en train de vivre un boom chambé. Vraiment. Là, ça fait 1 mois et demi que je suis en France. J'ai hâte de retourner là en Colombie. Mais bon, là, je termine mon album, donc je suis en mode sage. Mais là, ça, je te raconte la vérité. Là, je suis en train de te raconter un truc que les gens ne connaissent pas. J'aimerais qu'on revienne rapidement en France. Qu'est-ce que ça te fait, toi, qui es d'origine colombienne, qui vis là-bas, quand t'entends... Là, je te parle pas des clips, mais je te parle des sonorités latines dans le rap français qu'il y a depuis quelques années. C'est la Zumba pour moi. C'est appelé vulgairement comme ça moi, aussi. J'appelle ça la Zumba. Ouais. C'est-à-dire, c'est un cliché. C'est un cliché c'est un cliché qu'ont les gringos, parce que vous êtes des gringos, pour moi. Dès que vous commencez à faire ça, pour moi, c'est des gringos. C'est la non-connaissance de notre culture et vu par l'industrie gringa. Ça veut dire que ils prennent les clichés d'Amérique latine et ils mettent de l'italien dedans. Mamma Mia, je veux te dire, j'ai vu qu'il y a un morceau qui s'appelle Mamma Mia. Mamma Mia, c'est pas latinos. Latinien, c'est italien. Va à Rome, va à Milan et dis Mamma Mia. Personne dit Mamma Mia chez nous. Ça n'existe pas, Mamma Mia. Roca vous donne des cours de langue. Donc pour moi, quand je vois les clichés, je dis c'est bien, ils aiment bien les latinos. Mais pour moi, c'est la Zumba. C'est comme si tu me dis la musique latine, c'est la Zumba. Je rigole. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, je le vois comme un truc qui est mal fait. Parce que c'est pas dans un compas rythmique coordonné, c'est pas... Il y a aucune... C'est comme si un mec qui faisait pas partie de la culture africaine, dis-moi, se met à faire de la musique africaine, et parce qu'il met le... parce qu'il met ce rythme-là, et il commence à faire ce qu'il veut, mais il est pas de cette culture-là. Ça sonne surtout, faux. il mélange, il va chercher des mots qui n'appartiennent pas à ça. Il va danser une musique, il va utiliser un rythme qu'on utilise au Nigeria et il le fait et il met un mot camerounais à la place. Disons, ça sonne wack. C'est ça. Ça sonne tout bab. Ça sonne tout bab. Et pour moi, quand tu me dis les trucs comme ça me fait rigoler. J'aime bien parce qu'en même temps, je dis ils aiment bien les latinos, tiens, ça colle bien. Mais en même temps, quand je vois ça, je fais vous en avez un vrai là devant vous. Vous en avez un vrai qui kick au micro, qui vous tue et qui vous retue. Et si vous n'êtes pas né, je vous fais naître et je vous retue. Il est là devant vous et utilisez les vrais, écoutez les vrais. Au lieu d'écouter un faux, écoutez un vrai. C'est comme si tu veux écouter de l'afro-trap, n'écoute pas un toubab qui fait de l'afro-trap. Va écouter le vrai fondateur qui a fait l'afro-trap. Va écouter les vrais quinfres de Paris qui font de l'afro-trap. Tu vois ce que je veux dire? Il faut écouter les vrais. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi je dis, j'aime bien que vous utilisez nos termes, c'est très bien, c'est très chouette, j'adore. Faites ça bien. Mais il faut bien le faire. Vous avez un vrai là ici devant vous, utilisez le vrai. Voilà. Au lieu de dire, je vous donne des cours d'espagnol, je vous dis 2-3 trucs qu'il faut pas faire. Aussi, c'est très important. Et peut-être ça sera mieux, votre qualité de musique sera beaucoup mieux. Parce que moi, c'est pas pour vous baisser, c'est pour augmenter votre niveau, votre capacité artistique. On est là pour élever, pas pour rabaisser les gens. C'est ça. Et moi, je suis là pour aider, pas pour... Tu ouvres les chemins. Ouais, pas pour niquer les gens. Maintenant, je suis quelqu'un qui a un franc-parler, donc je dis les choses comme je les vois. En plus, moi, je les vois d'une manière. J'ai quitté la France en 2001, 2002, imagine. Je suis un touriste quand j'arrive ici, donc quand je vois le truc, je le vois comme un ristou. C'est ça. Je suis avec ma femme, je me promène, je fais « Ah !» et je rigole. « Oye, mami, mira lo que dijo, el man dijo mamma mia. » Je rigole. Je suis obligé de rigoler. J'avoue que le mamma mia... Tu comprends? Mais bon, c'est... Voilà. Donc ils vont tourner des clips, je sais pas où. Ils ont le cliché avec le chapeau, le cigare. Ils confondent le cubain avec le mexicain, le mexicain avec le colombien avec le vénézuélien. C'est comme si je pense pas que les Tunisiens seraient contents qu'un gars confonde un Marocain avec un Tunisien ou un Algérien. Vous serez pas contents. C'est clair que non. Nous c'est un peu pareil, mais sauf que moi je le prends à la rigolade. Parfois ça m'énerve. Et parfois quand je suis dans des bonnes humeurs, je rigole. Mais vous êtes des gringos. Donc moi j'aimerais qu'on parle de, selon toi, l'héritage de la Clica, ce que vous avez laissé, et surtout selon toi, s'il y a des gens, je sais pas si on peut citer des noms ou pas, mais que t'entends et tu te dis, lui il a écouté la Clica. Moi je pense que c'est à eux de le dire. Okay. Moi chaque fois que je les entends rapper ou les entends parler et ils disent Ente Mayam, faux, mensonge.
C'est trop loin. C'était la clica, mon pote. Arrête de dire des conneries. Mais il y a beaucoup de gens, ils veulent pas le dire. Je sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai un morceau sur Cimarron qui dit ça. Le temps le dira. Le temps le dira. Le temps efface beaucoup de choses, guérit beaucoup de choses, mais surtout la merde ou les merdes qui ont été dites ou qui n'ont pas été dites, elles tombent. Et la vérité, elle arrive. Tu peux pas cacher la vérité c'est comme le soleil, la vérité. Même ton doigt peut pas cacher ni ta main, ni ton coude. Le rayon du soleil, quand il arrive, il arrive. Et la vérité, c'est le temps qui arrive. Et le temps fait que la vérité surgisse à un moment donné. Donc je me prends pas la tête. Je dis, les gens qui veulent pas le dire, ils ont leur raison peut-être, ou ils oublient, nanana. Moi, je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Je suis quelqu'un de très actif dans ma musique. J'ai toujours évolué dans ma musique. Donc, je suis pas quelqu'un qui est enfermé à une époque. Je suis pas fossilisé à une époque. Je suis toujours dans mon époque présente. Je vis mon temps et en avance et j'ouvre les chemins. Et donc, si les gens ils mentionnent pas, c'est leur problème à eux. Moi, personnellement, je vis bien. Et si tu le mentionnes ou le mentionnes pas, c'est ton problème. Mais ceux qui savent. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission-là. C'est parce que pour avoir vécu bien comme il faut les années 90. On est de la même génération. C'est ça. Donc moi je me suis dit, c'est important la clica, je me rappelle. Il y avait Ministère Hammer, d'ailleurs toi tu es de Sarcelles. Voilà, il y avait Ministère Hammer. C'était mes grands, eux c'était plus âgé que moi. Il y avait Ministère Hammer, il y avait NTM, il y avait Assassin, il y avait Ayam, il y avait Timide et sans complexe. EGM, les Little MC. Et c'est c'est mon passeport du rap français. C'est eux qui m'ont fait. C'est notre old school à nous. C'est eux qui m'ont fait rapper en français. Et je le dis tout le temps, moi. Okay. Et à chaque fois que je les vois, que je vois Dynasty, je lui serre la main. Parce que c'est lui qui m'a fait écouter ça quand j'étais sur Nova en 88, 89, quand j'écoutais les émissions. On parle souvent de cette émission ici. C'est lui le dimanche, je me couchais tard à mettre play, j'enregistrais les cassettes. Donc moi, à chaque fois que je les vois, c'est eux qui. Une partie de moi, dans moi, il y a une partie d'eux. Que je le veuille ou non. Donc je peux pas parler mal d'eux, jamais. On les honore ici, on les célèbre. Voilà. Ici. Mais les autres de l'autre génération, mentionnez les vrais aussi. Là, parce que la génération qu'il y avait, c'était la clica loco. Toi-même, tu sais, quand on a sorti Conçu pour Dieu, le vrai hip-hop, c'était chaud. C'est quoi qu'il y avait dans les cités qui tournait? C'était chaud. C'était ça qui tournait. C'est pour ça que je dis que cette émission-là, il fallait absolument qu'on la fasse pour remettre la clica là où elle doit être. Ça a été super important. Et faut pas le cacher. Le problème c'est qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque. Ouais, pour donc il y avait, passer le témoin, on n'avait pas de clip, on n'avait pas de clip, on n'a pas eu cette ère là que par exemple a eu un peu plus l'école qui vient de la Clica d'ailleurs, cette école là, l'école de Mars et tout ça là où Time Bomb. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux ils étaient déjà même l'année de différence qu'il y avait, il y a eu des changements dans la façon de diffuser les choses parce que ça, il y avait déjà des clips, il y avait déjà MCM, il y avait déjà des programmes télé, tout ça. Donc les mecs ils faisaient des clips, ils faisaient des trucs. Donc ça s'est passé autrement. Mais faut pas oublier l'histoire. Tu me parles d'MCM, quand j'étais à Carthagène, il me disait qu'à un moment il captait MCM. Bah grave. Donc, tu sais que moi ma chanson est l'original qui passait sur MCM, elle est devenue super populaire en Colombie grâce à MCM. Tu vois. Et même les jeunes de l'univers. Surtout quand je dis América Latina, Africa, represento Colombia, güey puta. Quand j'arrive à Colombia, ça a été, ils voyaient, c'est un Colombien qui rappe en français. Tu vois. Donc non, c'était important. Big dédicace à MCM. Ça a été important. Vous m'avez fait du bien. Voilà. En tout cas, voilà, moi, avant de se quitter, j'aimerais donc faire un grand big up à tous les membres de la Clica pour tout ce que vous avez amené. Et les gars d'avant de la Clica aussi. Je voudrais aussi me dédicacer, comme je t'ai dit, les gars de l'ancienne. Les Clyde, les Assassins, les NTM, le Nico Moog, tout doucement, on fait des émissions. Même les Get Busy, tous les fanzines, tous les gars qui ont fait qu'on ait une fondation assez solide pour nous créer nos sons, la Clica. Et la Clica, nous, voilà, l'histoire le dira, le temps le dira. Écoutez, mettez la Clica, mettez Roca, mettez Daddy Lordsy, mettez Kondo, mettez Guégué, mettez Raphaël. Écoutez les morceaux qu'il y a et soyez curieux. La musique est bien faite et toujours intemporelle. Il y a des musiques qui ont perdu, parce que c'était des musiques de chewing-gum. Quand le goût est parti, c'était le plastique. On jette. Mais les morceaux en tout cas, de ma crampe à moi, moi, c'est toujours des trucs où j'ai toujours pensé qu'il faut faire le mieux et s'approcher de la vérité, de la réalité qu'on vit, de ce qu'on écoute et de qui on est vraiment. Et quand tu es dans la vérité, même si les gens te le cachent, le temps, l'industrie, à un moment donné, ça revient à la surface locaux. Et voilà, la Clica, elle est là et on a des sons, c'est la preuve.
Tout est là, tout est trouvable. Voilà, vous pouvez écouter, vous pouvez critiquer, commenter, dire ce que vous voulez, mais nous on était là. Voilà. Et on est une fondation, et je suis honoré qu'en France, vous m'ayez accordé, parce que c'est vous qui me l'avez, moi on s'autoproclame jamais boss ou roi ou je sais pas quoi. On peut pas s'autoproclamer, sinon tu es un dictateur. Et tu te fais renverser par le peuple et la vérité. C'est le peuple qui doit te proclamer. Et le peuple français qui écoute du rap, le mouvement rapologique, je sais pas comment on l'appelle, m'a donné la chance d'avoir fait partie de l'histoire du rap français, comme fondateur aussi un peu, vous m'avez dit, avec la Clica, avec Roca. Et je suis aussi honoré d'avoir la même chose en Amérique, toute l'Amérique, avec Tres Coronas. On fait partie des 20 groupes les plus influents de la musique urbaine. C'est fou. Et je suis très honoré que même en Amérique latine, Rolling Stone l'ait dit, plein de revues spécialisées dans la musique en Amérique latine l'ait dit. Donc je fais partie des deux cultures, je suis vraiment entre deux mondes. Donc je fais un big up à tous les Français, même si vous êtes parfois des gringos, mais je vous fais une dédicace. Et la vérité, moi je viens d'ici, je suis né ici, ma famille et mon père sont colombiens, mais je suis né ici et je suis très fier d'avoir grandi parmi les Africains, parmi les Français, les Portugais, les Hindous, les Asiatiques, les Maghrébins, tout le monde, parce que c'est ça qui a créé mon identité aussi aujourd'hui, ma manière de percevoir le monde aussi. Et donc je suis très fier de faire partie du rap français et de faire partie du rap latinos. Et donc big up à vous, parce que c'est vous la base de tout. Voilà. C'était Roule avec Driver, spécial La Clica. Roca on se fait pécho à la coin du carrefour. C'est normal, tout va bien. Roca était là. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on retourne vers les États-Unis. C'est comme ça, une fois sur deux, la France. Et c'était juste cool. On se quitte avec le morceau de La Clica. Pas de place pour les traîtres. Wouh.